quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde Il ici. s'agit bien sûr du Monopoly. Non. Tombé dans ce trou noir, T'es tombé en amour. en amour du trou noir effectivement de Kickstarter. Ah, tu veux me donner des coups ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un dégueu aussi. Vous écoutez En joues-tu? On joue-tu ou bien On joue. Saison 2, épisode 12, les jeux solo. Salut tout le monde, bienvenue au 12e épisode de la deuxième saison de On joue-tu. Donc, un épisode qui devait sortir le 11 novembre 2021, qui a été ensuite repoussé au 11 mars, qui a ensuite été repoussé au 25 mars, pour finalement sortir le 1er avril. C'est magnifique. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est... Pas encore. Non, on a hésité à dire est-ce qu'on le repousse encore, mais non, on a fini de vous teaser. On va enfin avoir l'épisode solo, donc avec Benji. Comment ça va, Benji? Ça va, moi je ne dirai rien tant que cet épisode n'est pas paru sur les plateformes. On est sûr qu'on peut l'écouter. Je vais le garder en banque à quelque part. On n'est pas à l'abri d'un souci technique. Oui, Non, c'est vrai. T'as bien vérifié que ça enregistre. Ouais. Pour la première fois, messieurs dames, il faut que vous sachiez que David a oublié son ordinateur Ouais. où il y a toutes ses notes. Donc on a failli déjà ne pas pouvoir l'enregistrer à nouveau ce soir. Ouais, non mais c'est bon, j'ai tout retrouvé sur le téléphone, donc je suis sauvé. Je suis sauvé. T'imagines si David avait dû improviser? Mais j'avais presque envie de lui prendre son téléphone. C'est parti quoi. Donc, on va faire un retour sur l'épisode précédent. Donc, sachez que c'est la première fois que ça nous arrive d'être vraiment en avance. Donc, on peut pas réagir à vos réponses de la question de la semaine parce que vous avez pas encore entendu la question de la semaine. Donc, plutôt, ce qu'on va faire, c'est faire un retour sur l'UDESCO et puis le fameux Swiss Gamers Award parce que nous, on le sait bien sûr qui a gagné. Donc, dans le futur, tu sais, on joue un peu avec la ligne du temps. On est presque en mode anachronie, tu vois. Donc, Narak, qui est le Swiss Gamers Award. Tu te tromperas pas dans la diffusion des podcasts. Hein, Non, parce non, que non, si bien sûr. t'inverses la diffusion, tu vas tout divulgacher. Ah merde! Donc oui, Narak qui a gagné le prix, donc le prix suisse du jeu de l'année. Pour la Chez- plus grande joie de Benji. Oui, très très heureux. Donc en première place, on avait donc Narak, deuxième place Seven Wonders Architect, et puis troisième place Robin des Bois, les aventures de Robin des Bois. Donc un jeu qui a été ignoré à l'As d'or, mais qui s'est retrouvé en troisième position. Vous en pensez quoi? Bah, moi, je dois avouer que j'ai pas encore joué à Narak, donc je peux pas. C'est dommage. Je Alors, peux pas me glisser tu dans passes la. à côté d'une pépite ludique. Je peux pas glisser dans le débat Dune, Team Dune, Team Narak. J'ai l'impression qu'il devrait bien me plaire, donc je demande qu'à le tester. Faut dire, hein, il y a quand même ces défenseurs qui le préfèrent à Dune. D'ailleurs, au moment de Cannes, c'était très Serré, partagé au niveau des avis. Donc voilà, pourquoi pas, hein, ça reste un plus petit prix que Cannes, voilà, non, mais c'est un prix intéressant quand même pour avoir. Et puis, c'est vrai que pour les autres jeux, bon bah voilà, Seven Wonders Architect, on ne le présente pas, je pense qu'il a été pas mal plébiscité sans doute par les votants peut-être plus francophones que germanophones, enfin je sais pas, c'est intéressant d'ailleurs d'avoir ce prix avec des votants francophones, des votants germanophones. Ouais. Italophone, je ne crois pas. Non, mais il disait que la majorité c'était des Suisses allemands qui c'était votaient les quand Suisses même. allemands. Et là, bah, je pense que Robin des Bois vient pas mal de là parce qu'il avait aussi été nommé au Spiel 2021. Ah, Et c'est quand il avait été annoncé au Spiel, personne au niveau francophone n'en avait entendu parler. Ouais. Et puis là, on retrouve plutôt dans leur catégorie enfants des jeux dont on n'a jamais entendu parler, dont qui t'a j'ai eu la présenté, qui t'a présenté. Il me semble qu'il y en avait un. Je me demande si c'était par la boîte allemande. Enfin, Oui, le tout premier, bon, il y avait, il me semble que 3-4 jeux que j'ai présentés, c'était des jeux Cosmos, qui est un peu, c'est une boîte allemande, ça, il me semble. Donc, il y en a, le premier qui m'a présenté, c'est par Rafi Rafzahan, je sais pas trop comment, là, j'arrivais pas à le prononcer. Donc, mais en parlant des jeux pour enfants, tu devais être content, toi, parce que toi qui disais qu'il manquait Unlock Kids dans l'As d'or enfant. C'est lui qui a gagné le prix enfant. Le prix enfant, ouais. Ah, quand j'ai entendu ça, j'étais dans le train, je peux dire que j'ai sauté de joie. Non, c'est pas vrai, mais j'étais content vraiment qu'il l'ait reçu parce que je trouve qu'il le mérite vraiment. C'est un jeu qui va quand même pas mal plus loin
que le Bubble Stories. Après, ils disent bien que pour ce prix, et c'est là qu'ils se démarquent du prix enfant de Cannes, c'est des jeux auxquels les enfants peuvent jouer, mais pas forcément des jeux enfants. Alors, Unlock Kids, c'est quand même jeu enfant, les parents prennent plaisir à les accompagner, on va dire, plus qu'à y jouer eux-mêmes, seuls. Mais dans d'autres jeux, là, il y avait le Mot Malin, non ? Mot Malin, Mot Malin, qui est, selon moi, pas un jeu enfant, mais c'est vrai que si on sélectionne bien les mots, si on accompagne, bah oui, on peut jouer avec certains enfants, parce que c'est pas le principe du jeu est pas compliqué. Après, je sais pas si les enfants apprécient particulièrement les jeux de mots autour des mots. Ça, j'en suis pas personnellement convaincu, mais il faudrait que j'essaye une fois que ma grande. Les enfants qui accrochent bien ça. Ben justement, Loïc qui en parlait quand il a dévoilé le prix de la deuxième place de Seven Wonders Architect, on aurait pu faire l'argument de dire ben pourquoi lui était pas dans les jeux kids, alors puis toi Mot Malin plus dans le côté ambiance mais bon après toi c'est encore une fois est-ce qu'on va débattre sur les jeux dans quelle catégorie ils devraient être et tout. Eux ils en ont que deux. Puis, disons du coup pour rebondir sur la séance qu'on avait faite ensemble sur le nombre de catégories, c'est sûr que je trouve 2 c'est difficile parce que forcément c'est pas toujours simple de dire quel jeu est dans quelle catégorie. Surtout quand tu dis pas c'est pas des jeux enfants, c'est des jeux que les enfants peuvent jouer. Là, tu vois, exemple toi à la limite avec ton fils c'est rendu que tu fais toi paladin, l'architecte du royaume. Donc est-ce que c'est un jeu pour enfants? Donc en tout cas. Mais ce qui est intéressant c'est que si j'ai bien compris ils sont libres de citer les jeux qu'ils veulent. Hein. C'est pas selon une liste. Non. Donc finalement ils savent qu'ils doivent remplir une catégorie jeu compatible enfant et puis le prix principal. Donc au final si t'as bien croché sur Seven Wonders Architect, tu te dis bah j'ai envie de le pousser dans la catégorie reine entre guillemets, donc tu vas pas le mettre du côté enfant, mais peut-être qu'il s'est trouvé des deux côtés au final, et puis qu'il a peut-être eu aussi des votes un peu dilués, alors que Narak sans doute qu'il a pas dû se trouver trop dans les jeux enfants. Voilà, exactement. Non mais c'est cool que Narak ait un prix quand même parce que au-delà de la blague que je fais régulièrement sur le fait que je préfère Dune, effectivement les deux jeux ont quand même beaucoup de qualité et c'est sympa que ce soit pas forcément Dune qui traite l'ensemble des jeux. Hein. Je pense que puis ça reste un super jeu Narak. Oui, puis ça reste un jeu qui est encore accessible aussi et là je pense qu'ils veulent aussi rester dans des jeux accessibles. Donc même, voilà, on reprend des catégories, ça reste un jeu initié et c'est pas un jeu familial. C'est ça, Expert Plus. Mais je me demande si... Parce que c'est vrai que moi j'ai été assez surpris de voir que Dune n'était même pas dans le top 3. Puis je me suis demandé, est-ce que... Puis je dis n'importe quoi en ce moment, j'ai pas vérifié, mais est-ce qu'il est pas sorti en allemand peut-être? Je sais pas du tout. T'sais, après, je pense qu'ils sont capables de jouer à des jeux en anglais. Je suis pas en train de dire qu'ils sont... Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire partie de ce processus de dévoilement de l'UDESCO. Et puis, ben, pour tous nos auditeurs et nos auditrices en Suisse, vous pouvez être sûr que c'est le début d'une collaboration avec l'UDESCO de la part de nous trois. Ça va nous faire plaisir d'organiser des choses dans le futur avec eux. Donc, fact-checking, il existe en allemand. Il existe en allemand, il me semble. Pas trop étonnant. Ouais. Bah, c'est aussi bien de rappeler que le festival aura lieu les 10 et 11 septembre de cette année. La demi-édition. Voilà, la demi-édition à la Chaux-de-Fonds et pour certains Français, alors c'est pas les régions les plus peuplées en France, mais quand même pour le Jura français. J'ai peur de ce que t'allais dire. Non, c'est assez proche, hein, c'est vraiment quasi à la frontière, la Chaux-de-Fonds, donc il y a aussi sans doute des Français frontaliers qui pourront se rendre à ce festival et même peut-être d'autres qui viendront de plus loin parce que ça a l'air, moi j'y suis jamais allé, mais ça a l'air d'être un festival très sympa. Ouais, c'est cool. Donc on se réjouit vraiment d'y être. D'ailleurs, une petite anecdote, puis peut-être que je vais couper son montage, mais je voulais vous le dire. Loïc, il m'a envoyé une vidéo en 2017. Il y a une énorme partie de loup-garou, et puis il y a un Québécois au fond de la pièce qui dit une connerie, et puis c'était moi. Donc moi quand j'étais allé, cette vidéo, par contre, il faudrait que je trouve une façon de vous montrer ça. C'est le moment où t'as les cheveux longs ou pas? Non, de toute façon on me voit pas, mais on entend clairement ma voix qui dit une connerie, puis je me souviens d'avoir été là dans cette pièce-là à ce moment-là, mais c'est juste drôle qu'il ait retrouvé ce moment-là en se disant c'est qui ce Québécois un peu idiot qui dit des idioties, et puis fan de loup-garou. Ouais, c'est ça, pourtant que j'étais à ce moment-là j'avais pas une haine prononcée pour le loup-garou, donc voilà, je vais peut-être la mettre sur le... à quelque part, je vais vous montrer un lien pour que vous puissiez voir ça, mais c'est vraiment, ça dure 2 secondes, hein, mais c'est juste drôle que lui ait retrouvé ça il y a 5 ans, tu sais. Et puis peut-être avant de passer à la catégorie suivante, je voulais juste faire un petit retour sur l'épisode où vous étiez tous les deux, que je l'ai écouté avec attention. Donc il y a 2 semaines. Donc il y a 2 semaines... oui, alors, même si pour nous c'était la semaine dernière. On dit Bragelonne.
Oui, alors voilà. Bragelonne, donc qui est juste la première des maisons d'édition françaises de tous les bouquins de SF et de fantasy. Oui, mais qui faisait pas des jeux avant. Il faisait pas des jeux de il société. fait pas des jeux, ça fait pas si longtemps qu'ils font des jeux de société. Puis moi puis David, on ne lit pas, on n'est pas capable Bah de oui, lire. je sais bien, mais On les connaît les votre vraies tard. règles. Même si je suis enseignant de littérature, je ne sais pas lire. Ouais, on s'excuse, c'est vrai. Bah, peut-être que vu qu'on a parlé d'un festival, ça pourrait être sympa de rapidement, en bref, mentionner qu'il y a 3 nouveaux membres donc, du jury de Cannes. Hein, il y a 3. Pour information, Trois on est à 3, donc forcément on va faire une introduction qui va durer 25 minutes. Hein, Oui, bien sûr. Bah, bien entendu. Donc 3 jurés sortants, 3 entrants, une Sandra Lebrun, journaliste. Alors là, elle a vraiment un profil très typé jeu parce qu'elle a toujours été journaliste jeunesse et jeux. Elle est autrice de livres ludiques et créatrice de jeux pour la presse. Alors, je sais pas si c'est des sudoku, des mots fléchés, mais voilà. Elle joue depuis très très longtemps, donc plutôt peut-être sur une catégorie plus enfant. Et puis, il y a Marie Giordana, plus connue sous le nom de Marie Grandjeu, sur Instagram. Donc, c'est une personne qui a son compte dédié sur Instagram aux jeux de société. Elle est également community manager chez Play-In. Donc, voilà, elle joue depuis très longtemps. Elle adore aussi le cosplay. Donc, si vous allez voir son compte, il y a souvent des... Elle s'habille, elle se déguise en lien avec les jeux qu'elle présente. Donc voilà, plutôt un compte assez sympa. Elle rejoint, donc on va dire, c'est un peu l'entrée des influenceurs, si vous les appelez comme ça, dans le jury. Et puis, il y a Vincent Dedienne, donc acteur cinéma-théâtre, qui rejoint. Donc là, c'est un peu la première fois qu'il y a, entre guillemets, pas une star, mais une personne connue beaucoup plus largement quand même que dans le milieu du jeu, à ma connaissance. Mais ça reste un très gros joueur, donc il y a même quelqu'un qui a dit je le vois très régulièrement dans ma boutique de jeux, donc c'est pas juste pour dire bah voilà on va mettre un acteur là-dedans pour faire parler en dehors. Je pense que ça va aider quand même le festival. J'espère juste qu'il aura suffisamment de temps à consacrer au test de tous ces jeux, parce que de dire ok je suis prêt à être membre du jury, ça doit avoir un certain engagement quand même à un moment donné quand il faut commencer à jouer, et sans doute pas qu'une fois à tous les jeux. Donc voilà, bienvenue à ces déjà qu'on voit l'engagement que ça prend de faire partie d'un podcast de jeu. Déjà rien de ça. Sans être une star de télévision. C'est ça. Mais on joue sans doute pour le beaucoup moment plus de jeux qu'eux en plus, mais oui, c'est clair. Donc maintenant, on va passer au premier segment qui est notre jeu de la semaine. Puis moi, je vais commencer parce qu'il y a un lien avec l'intro. Donc moi, je vais vous parler de Les Aventures de Robin des Bois. Donc un jeu de Michael Menzel. C'est un jeu que j'ai testé justement lorsqu'on a fait l'enregistrement pour l'UDESCO. Parce que Loïc, celui que j'étais avec, n'avait pas non plus joué. Il avait juste fait l'introduction. Et puis, je vous avoue que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur des derniers mois. Je m'attendais à rien avec ce jeu-là. Surtout, tu sais, on me vend un jeu narratif. Moi, encore une fois, vous savez, c'est pas la chose qui m'attire le plus. Mais je pense que c'est le côté narratif light que j'ai aimé, c'est qu'on n'est pas à passer des heures à lire des histoires. Et puis, ben, bien sûr... Je ne vise personne, suivez mon regard. Mais bien sûr, tout le monde parle de ce jeu-là à cause de cet effet calendrier de l'Avent, qui est l'énorme plateau qui a justement des tuiles que tu vas retourner. Moi, je me suis dit, je sais pas comment dire le mot en français, vous allez peut-être me corriger, mais je pensais que ça allait être une gimmick. Tu vois, cette idée de... Un peu surproduit. Non, c'est pas ça, ça veut dire que c'est quelque chose... un peu gadget, en fait. C'est ça, gadget. C'est cette idée qu'on met ça dans le jeu, mais juste pour que ça attire l'œil, mais qu'au final, ça n'a pas un lien. Mais pas du tout, parce que des fois, il y a vraiment... moi, je vais essayer de rien spoiler, mais des fois, t'as vraiment quelque chose qui va te dire... Retourne cette tuile-là, puis si tu fais pas une action dans ce temps-ci, elle va se retourner, donc cet objet-là va disparaître du jeu. Donc t'as aussi cet élément de il faut vite se dépêcher pour aller voir ce qu'il y a derrière cette tuile-là. On a fait les 4 premiers scénarios, il y en a 9 je crois au total, on a enchaîné les 4 premiers. Donc, en combien de temps? Je dirais en 3-4 heures. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'une fois qu'on était dedans, on se disait, on en fait un autre. Puis à la fin, tu te dis, ouais, on a encore le temps d'en faire un autre. Puis même au début, on avait un personnage chaque, parce que tu peux jouer à 4. Puis après les 2 premiers scénarios, on a dit, écoute, on s'en prend 2 chaque. Et puis ça a rendu le jeu encore mieux, parce que des fois, il y a des genres de quêtes secondaires que juste certains personnages vont y aller. Donc si tu les as pas en jeu, ils les feront pas. Moi, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Puis un système de déplacement des personnages qui est vraiment assez cool, c'est que t'as
4 meeples différents avec des longueurs différentes. Puis ça veut dire que si tu veux le déplacer d'ici à là-bas, il faut que ton meeple puisse se rendre jusque-là. Donc, tu as vraiment cette idée de regarder la carte, puis le déplacement est assez important. Donc, moi, j'ai trouvé ça super cool. Comme je vous dis, ça a été une surprise pour moi, parce que je m'attendais pas à grand-chose. Quand j'ai vu qu'il était nominé, je me suis dit, assez cool, franchement. C'est pas un jeu que je vais acheter, parce que là, j'ai déjà fait la moitié, puis je me verrais mal le rejouer. Mais franchement, si vous aimez ce genre de jeu campagne, puis ça c'est un que je me dis, par exemple toi avec ton fils Benji, je te regarde, je pense que ça serait quelque chose qui pourrait le botter, qui pourrait genre le motiver. Parce qu'après tu lis un texte et puis il y a quoi comme type? Il y a littéralement un livre, vraiment comme un beau livre en Parce que je sais que Jonathan Kessler, notre collègue de Patreon, m'avait montré, il avait bien aimé, mais une fois que tu as l'aspect narratif et puis tu as quoi d'autre comme mécanique associée? Ben alors t'as justement cette idée de déplacer. C'est beaucoup de déplacement en fait quand même. Hein. Oui, t'as du déplacement, t'as du... t'as beaucoup de... Ouais, en fait c'est très narratif comme tu dis, c'est que t'as des... Est-ce que tu veux faire plutôt ceci ou plutôt cela? Okay. Mais les options que tu peux faire, tu sais, il y a que ce chemin-là qu'on peut prendre. Tu sais, des fois c'est est-ce que je vais aller parler à cette personne-ci dans le village qui va peut-être me donner de l'information sur la quête, ou est-ce que tant pis je vais le faire à ma façon, puis là finalement je suis obligé de me battre. Donc... Après les combats, c'est vraiment juste tu pioches des trucs dans un sac. T'as pas vraiment comme des cartes d'habilité. C'est pour ça que je me dis, c'est pas genre un gros jeu narratif expert, mais je me dis, franchement, je le mettrais dans la catégorie initiée. Familial, c'est familial, okay. Même, je crois. Bon, il faut quand même que tu sois capable de crocher puis tu as de suivre l'histoire. Mais donc, non, moi j'ai trouvé que c'était très cool. Pour jouer avec ma famille en fait, hein. C'est pas ça. Pour moi. C'est ça. C'est pour jouer avec exact. Ok. C'est pour toi, Ellie. J'en prends bonne note. C'est pour toi, Ellie. D'ailleurs, c'était ton anniversaire récemment, non? Donc, non, toujours. Donc ça, c'était mon jeu de la semaine. David, je te laisse y aller avec ton jeu de la semaine. Mon jeu de la semaine, c'est un jeu que j'ai ressorti avec beaucoup de plaisir dans le train en allant et en revenant de Paris. Ouais. C'est Shards of Infinity. Ouais. Donc un deck building sans aucune référence à It's a Wonderful World. On est vraiment obligé à chaque épisode. Bah oui, un peu comme même quand aucun de toi ni moi ne sommes là, même Esco fait une blague. Non, vraiment, là, j'ai fait trois parties et je me dis que je vais pas aller le ranger, je vais le laisser sur la table pour enchaîner les parties avec mon épouse, parce que c'est vraiment un super deck building. Alors, moi, j'ai pas du tout connu, à part de nom, les Star Realms et Hero Realms. Certains disent qu'avec Shards of Infinity, ils n'ont pas inventé grand-chose, ils font juste les choses bien, mais quand même, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est très 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 efficace. On se retrouve chacun avec un personnage avec 50 points de vie et 0 points de puissance. Et puis le but va être de réduire les 50 points de vie à 0 de nos adversaires, forcément. Pour le moment, je te confirme qu'ils n'ont pas inventé grand-chose. Et par contre, on peut aussi monter des points de puissance qui vont jusqu'à 20 ou 30, maintenant je ne sais plus. Et dans le deck building, alors il y a des cartes assez différentes. Donc vous avez des cartes champions, à partir du moment où vous les sortez, elles vont rester sur la table. Donc c'est des champions, à chaque fois que ce sera votre tour, tant qu'il sera là, donc tant que vos adversaires ne les auront pas éliminés pour les renvoyer dans votre défausse, ils seront là, il y aura toujours une action que vous pourrez faire. Et plus vous aurez de champions, plus certains champions vont pouvoir avoir des actions puissantes, et les adversaires vont pouvoir soit finalement attaquer notre personnage principal, soit éliminer les champions. Ok, donc ça c'est le principe exact des bases dans Star Realms. Ok. Et ensuite, alors... donc pour le moment, c'est juste Star Realms avec une nouvelle thématique que tu me décris. Ce qu'il n'y a pas dans les autres, et ça tu vas peut-être, sans doute, j'espère, me le confirmer, c'est les cartes mercenaires. Et ça c'est... Eh ben si. Et ça c'est un super concept, c'est-à-dire que c'est des cartes, au lieu de les acheter pour les mettre dans ta défausse, c'est espérer qu'elles reviennent assez vite suivant la taille de ton paquet, de ton deck, tu peux les engager pour du one shot, c'est-à-dire les engager, tu les payes le même prix, mais tu fais l'action tout de suite. Et donc moi, et après elle va vraiment, elle est sortie du jeu. Et ça peut être très intéressant. Mais tu peux faire ça avec toutes les cartes? Non, alors c'est des cartes. Il y a des cartes mercenaires, il y a des cartes champions et il y a des cartes alliés. Okay. Donc il y a beaucoup de combos. Il y a aussi des cartes avec une extension que j'ai qui permet, à partir du moment où on arrive à 10 de puissance, de rajouter, on a le choix en 2 cartes, donc de rajouter une carte assez puissante. Et beaucoup de cartes en fait ont des niveaux de puissance. Et c'est là où la jauge justement de puissance a tout son intérêt. C'est dès qu'on arrive à 5,
eh bien, au lieu d'attaquer de 2, on attaque de 3, etc., etc. Donc c'est vraiment un très très bon jeu. Il y a encore une autre extension que je n'ai pas qui va sortir, si je dis pas de bêtises, qui va sortir, donc qui est sortie parce que c'est daté au 25 mars, donc on est le 1er avril, donc elle est sortie avec un mode coopération, une campagne. Donc très franchement, pour ceux qui aiment le deck building avec de l'affrontement direct, c'est très très bien. Et on n'a pas besoin, voilà, il n'y a pas 36 000 paquets. Mais quand tu dis que tu jouais dans le trait, tu jouais tout seul? Non, on a joué à 3. Ah, okay. Même à 4. Non, on n'a pas joué à 4, à 2 ou 3 on a joué. Okay. Ouais. Et puis c'est bien parce qu'après tu répartis aussi tes attaques entre les personnes, donc tu peux tout mettre sur le même. Alors souvent ils essayaient de faire comme ça parce que j'avais des cartes avec des boucliers. Donc forcément, t'essayes de taper sur le gars qui a des boucliers sans savoir s'il les a maintenant en main pour se dire si une fois sur 3 j'arrive à passer à côté des boucliers. Bref, très très bon. Qui a très bonne presse aussi et qui a un mode solo vu qu'on est dans une thématique aujourd'hui solo. Par contre là, je l'ai trouvé assez sympa, mais à partir du moment où on arrive à la fin finalement à gagner, on a moins d'intérêt à revenir parce que c'est un mode solo un peu unique. Mais voilà, on reviendra un peu sur les thématiques un peu de ces modes solo. Si on parle en effet des modes solo, cet épisode-ci, on va peut-être changer de thématique dans 2 à mi-chemin. Alors toi, Benji, ton jeu de la semaine? Alors moi, mon jeu de la semaine, c'est un petit jeu dont on n'a jamais parlé, c'est Dune Imperium. Interesting. Non mais en fait, j'avais envie d'en parler, il n'y a pas de rapport avec nos amis de Ludesco et Narak, mais j'ai rejoué à ce jeu avec mon beau-frère là, qui était en visite. Et en fait, mais il est quand même vraiment très très bon ce jeu, et je voulais juste en profiter pour le redire. On s'est régalé à 2, on a joué juste à 2 sans le personnage fantôme que normalement il faut rajouter. Donc ça devient bien sûr plus facile qu'à plusieurs parce que tu as un grand choix d'actions à chaque tour. Mais pour autant, on ne s'est pas du tout ennuyé à aucun moment dans la partie. On a un peu plus utilisé la partie deck building que sur la partie qu'on avait faite ensemble. Je le trouve extrêmement stratégique de plus en plus en fait, parce que étant donné que tu as si peu de points de victoire à faire, un point de victoire c'est hyper important, 2 points de victoire c'est énorme, et avec les cartes combat, je sais plus combat, je perds le nom. Influence. Non. Les cartes qui passent les tours justement, que tu retournes à chaque tour. Influence, non? C'est influence. Bref, en tout cas, c'est avec les objectifs que vous récupérez si vous gagnez le combat à chaque tour. Les dernières cartes qui valent souvent 2 points de victoire, et on en a eu pas mal par hasard, celles-là, elles sont vraiment hyper importantes à avoir, du coup. Et tu conflit, voilà, c'est ça. Et tu vas vraiment devoir stratégiquement réfléchir à comment tu fais pour avoir plus de guerriers que ton comparse là, et si tu n'as pas plus de guerriers que ton comparse, comment tu peux faire un coup pour essayer de limiter la casse finalement en gagnant d'autres points de victoire. On a vraiment passé un super moment alors que la partie a duré, je pense, pas loin de 2 heures, mais tu vois pas du tout ce temps passer. On s'est beaucoup bagarré sur le manta, c'était assez rigolo parce que c'est l'action qui permet d'avoir un ouvrier de plus en one shot, un peu au système mercenaire. Et puis pour le coup, à chaque tour, le premier le prenait en fait, c'était quasiment la première action à partir du moment où on a eu les 3 ouvriers. Et puis voilà, donc je redis à quel point je trouve que c'est un jeu qui est vraiment de très grande qualité, et je me réjouis donc d'avoir l'extension là que j'ai commandée. J'ai aussi pris comme convenu, je vous l'avais dit, et je n'ai pas pu résister à la grosse boîte de luxe totalement inutile, donc totalement indispensable. Et puis pour le coup, nos collègues de First Player là ont essayé avec l'extension, et puis Yoel, qui n'était pas un fan sans l'extension, s'est régalé sur ces parties avec l'extension, qui a priori rajoute vraiment des éléments stratégiques sur les parties du plateau qui en manquaient un petit peu, notamment la partie commerce. Donc j'ai très très hâte d'essayer l'extension. Je vais à un week-end jeu avec des copains là dans 1 semaine et demie, et je les ai déjà prévenus que j'amenais Dune Imperium. Si tu leur suis. Je l'amènerai de toute façon, avec ou sans l'extension, mais je l'amènerai de toute façon. Pourquoi vous n'avez pas ajouté ce 3e personnage en fait, c'est qu'on a commencé un peu tard à jouer, et puis au niveau de la compréhension des règles, j'avais oublié qu'il fallait ce 3e personnage, donc c'est commencé, et ensuite j'ai vu qu'il fallait lancer. En fait, c'est le joueur solo que tu rajoutes pour venir te bloquer des positions dans le jeu. Mais de quoi vous parlez?
Tu peux jouer à Dune Imperium. Tu peux jouer à 2 à Oui, Dune mais Imperium, t'as le personnage, quoi, t'as un autre joueur. Nous, on n'avait fantôme. pas joué avec ça. Si, on tournait les cartes, puis il fallait placer, puis de temps en temps, on oubliait. J'ai aucun souvenir. T'as pas de souvenir? Oui, on Oui, il avait me semble ça. qu'on a joué à 2. Non, on avait Ok, ça. c'est- Il fallait tourner, bloquer C'est le deck emplacements. solo Automa en fait Ils l'ont- qui vient te bloquer les emplacements à chaque tour. Ils l'ont, Ok. je crois qu'ils l'ont un peu corrigé dans l'application, là, on en avait parlé une fois. Oui, c'est Ok. vrai, t'en avais Rajouter parlé des effectivement. éléments, Ouais, ouais. tout à fait. Bon, Mais voilà, je Dune l'ai Imperium, Paul Denan, c'est vraiment un excellent jeu malgré la mocheté de ce plateau, mais qui effectivement en fait maintenant me gêne de moins en moins. Ouais, c'est clair. Et mon beau-frère est aussi fan de l'univers de Dune, donc tu prends quand même pas mal de plaisir, je trouve, à être dans cet univers Ouais. qui est bien retranscrit dans le jeu en fait. Donc, Ouais. Et surtout, notamment, comme je dis, une fois que tu as vu le film, puis tu retrouves les mêmes. Ouais, tu sais, tout à fait. ils ont modelé Tout à après fait. les acteurs Ouais, en ouais. plus, donc ça c'est cool. et notamment sur la partie deck building, on s'est beaucoup plus marré avec le système de mots-clés, tu sais, que tu as entre les cartes. Ouais. Mais par contre, on a fait une règle maison pour tourner le deck Oui, beaucoup plus vite, c'est-à-dire Ouais. que à chaque tour, on virait la dernière carte de la rivière de manière à ce que le deck soit plus Je dynamique. crois que dans l'app, il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, C'est une des j'ai- plus grosses critiques du jeu. c'est en ça. fait. Ouais. Et puis moi j'ai beaucoup cherché des règles maison, enfin beaucoup non justement, j'avais pas le temps de beaucoup chercher des règles maison, donc on s'est dit que c'était le meilleur moyen de faire tourner le deck, et ça rajoutait une petite tension en fait parce qu'il y avait des bonnes cartes, si tu les prenais pas ce tour-là, tu savais qu'elles disparaissaient, Ouais, c'était parfait. assez intéressant. Ouais. Donc je me permettrai de proposer ça à Paul Denan pour la suite, parce que je trouve que c'est une bonne règle maison. Qui écoute souvent notre podcast. Oui, Tout j'imagine. comme David Turzi. C'est ça, c'est ça. Ils l'écoutent ensemble, paraît-il. J'espère, d'ailleurs. Ouais, j'espère. sur une balançoire. David. En parlant de David Turdi, passons à notre deuxième segment. Mais quelle magnifique transition, on dirait des professionnels. Les jeux solo. Donc pour le deuxième segment, on voulait enfin parler des jeux solo. C'est quelque chose que nous, lors de la première saison, quand on organisait nos émissions, moi j'avais dit, c'est sûr que celui-là, il faut que vous soyez avec moi parce que vous savez, je suis pas un grand adepte des jeux solo. Avant de se lancer dans vraiment vous poser des questions et tout, j'ai quand même fait une petite recherche sur l'histoire des jeux solo. Bien sûr, c'est dur à tracer l'histoire des jeux solo parce qu'au final, tu peux jouer aux échecs tout seul si tu joues les deux côtés du plateau. Donc, c'est sûr que ça a commencé avec le solitaire, donc dans les jeux de cartes, cette idée de on joue tout seul avec un but, un objectif. Mais parlons, je veux pas trop parler de l'ancien mode solo, je veux qu'on regarde le solo moderne, donc surtout quand on parle d'un automa. Et puis ben, ça vient de Viticulture. Viticulture a été le premier jeu à implanter ce système d'automa, ben, surtout d'utiliser ce nom-là. C'est Monsieur Morten Monrad Pedersen qui a fait le mode solo pour celui-là. Et puis c'est un de ses amis qui lui a suggéré le mot automa, qui en italien veut dire automation. Et puis, c'est resté comme ça, et c'est lui qui a parti Automa Factory, qui a eu comme mandat de dire, ben nous, on va créer les modes solo pour vos jeux. Bien sûr, la majorité du temps, c'était surtout Stonemaier dans les tout débuts. Puis en fait, ce qui est intéressant de ce mode de jeu-là, parce qu'en fait, si vous allez sur Board Game Geek, il y a vraiment lui qui explique comment est-ce que lui il est venu à faire des modes solo. Puis je trouvais une chose qu'il a dit qui était intéressante, puis je vais me permettre de vous laisser rebondir là-dessus, parce que, étant donné que vous avez plus d'expérience que moi, mais lui, il disait, ce qui est important, c'est pas d'essayer de copier, d'avoir un joueur avec toi, mais de copier les effets que ça te fait. Tu vois, cette idée qu'on s'en fout ce que l'autre joueur fait, mais c'est qu'est-ce que ça te fait à toi, en quoi ça te donne des conséquences, puis comment tu es obligé de rebondir là-dessus. Puis je trouvais que c'était intéressant parce qu'on pourrait se dire, ben pour créer un jeu solo, il faut juste trouver une façon de imiter un adversaire, mais non, c'est d'imiter les effets que ça te fait d'avoir un adversaire. Puis j'ai trouvé ça assez intéressant. Je sais pas si toi t'avais quelque chose à dire là-dessus, vu qu'on sait que t'es un peu l'expert des jeux solo. Cette idée de... Vous savez pas à qui il parle parce que... Oui, pardon, je pointe Benji. Mais je sais pas si je suis beaucoup plus expert que toi. On en a souvent parlé avec David, mais en fait, moi je trouve ça. On fera un tournoi jeu solo. Ça va être intéressant comme concept. Moi je fais un peu la différence entre deux types de jeux solo. Le type de jeu solo avec automa et le type de jeu solo bat ton propre score en fait. J'ai une préférence, comme beaucoup de joueurs solo, j'ai l'impression, pour la partie automa, probablement parce que la partie automa, elle dit ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que malgré tout, elle se rapproche beaucoup d'un jeu à plusieurs, en mimant, quand c'est un bon automa, les actions que ferait un joueur en face. Il y a une réaction. C'est ça, et du coup, en te faisant vivre l'émotion de dire « Ah, le salaud, il s'est mis exactement là où je voulais aller au tour d'après », et puis ça, quand un bon automa le fait, c'est vrai que c'est une sensation
que je trouve assez agréable en fait, de se dire tu vis ça comme si le mec était en face et tu en viens à quasiment personnifier l'automa qui est face à toi. La partie bat ton propre score, c'est plus pour le coup du vrai jeu solitaire, je trouve, et d'ailleurs dans mon top 5 tout à l'heure, en fait il y a très peu de jeux solo que j'ai mis où c'est juste bat ton propre score. Parce que c'est... Finalement, ok, bats ton propre score, jusqu'à où tu vas battre ton propre score? Une fois que tu as fait un bon score, est-ce que tu vas encore en refaire un pour aller encore plus haut que ça? Je trouve la motivation un peu plus difficile. Tu as un peu des jeux qui ont tendance à se ressembler, enfin des parties qui ont tendance à se ressembler, là où avec un bon automa, justement, chaque partie est différente de la précédente. Ouais. Non mais clairement, les modes solo où on doit battre son propre score, c'est quand même le type de mode solo qui est assez décrié, c'est un peu la solution de facilité, et c'est plutôt un mode solo qu'on va peut-être faire une ou deux fois, voire qu'une fois, le jour où on va apprendre à jouer au jeu. Et moi, c'est ça que j'apprécie en fait dans pas mal de jeux, et même si le mode solo est pas incroyable, c'est d'avoir quand même un mode solo pour apprendre à y jouer seul. Comme ça on prend notre temps. On prend notre temps, on le fait tourner, on comprend le jeu et ensuite on va pouvoir y jouer à plusieurs. Et c'est vrai que dans les bâtons propre score, l'intérêt est assez mince, je trouve. Contrairement justement aux automas ou à d'autres modes solo où il y a vraiment des défis, différents niveaux aussi des automas. Je pense que on va le voir aussi avec notre top 10, top 5. mais d'ailleurs, ça c'est encore une série de jeux que j'ai pas une expérience très riche, mais tous les jeux de Shem Phillips, donc toute cette série de le Paladin, Architecte et tout, lui aussi il mettait beaucoup d'accent sur le mode solo et puis cet effet qu'il y a vraiment même des modes de difficulté apparemment dans Paladin je crois ou Architecte, un des deux, où t'as le mode solo, c'est vraiment juste l'autre côté du plateau et puis t'as des différents modes de difficulté. L'architecte, il y a ça, donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et puis bien sûr, si on parle maintenant du maître moderne du solo, David Turczi, lui son approche est différente. Je pensais qu'on allait dire Martin Montreuil. Parce que mine de rien, dans le monde du solo, Martin Montreuil, un de nos comparses du podcast québécois, est aussi un grand créateur de mode solo pour des jeux qui n'en ont pas. C'est ça. Il fait des challenges solo. Je sais qu'il a travaillé sur certains avec certains auteurs. Il a fait The Great Race. Intégré, voilà exactement. Qui est sorti il y a 2 ans. Par contre, alors lui, c'est intéressant quand il explique les modes solo, c'est que pour lui. Là, Martin, tu peux être content parce qu'on parle de David Turczi. On interrompt la discussion sur David Turczi pour parler de toi. Mais ce qui est très intéressant quand il parle des challenges solo, c'est que pour lui, c'est très important que tous les éléments soient dans la boîte du jeu. Donc il va pas commencer à rajouter où il faut commencer à imprimer des cartes, des trucs. Il y a des fois des modes solo où il faut aller imprimer des nouvelles cartes, prendre des pions, des dés, des trucs comme ça. Donc il faut que tout soit dedans et il faut que ce soit relativement simple avec un challenge quand même assez élevé aussi pour pas gagner du premier coup. Parce que c'est vrai que des fois on peut dire j'ai gagné, j'arrête. C'est ce qui m'était arrivé avec Shards of Infinity. Je me suis dit pas trop de raison d'y revenir parce que alors je peux perdre la fois suivante, mais j'ai déjà réussi à gagner. Donc alors le bon David. Très bon. Oui, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose avec l'autre David Turczi qui lui crée vraiment des automas associés au jeu. C'est drôle. Qui ont même souvent des noms. Ils ont vraiment comme dans Anachronie, c'est comme le Timebot, le Chronobot. Donc ça veut dire qu'ils ont comme limite genre leur propre. Dans les Lacerda aussi, le dernier Kanban, c'est sûr que c'est lui qui l'a fait. Et je pense que Weather Machine c'est aussi Turczi. Et puis souvent il s'appelle soit Vital, soit David ou Turczi. Dans le combat, tu combats David dans Kanban Heavy justement. Mais c'est plus cette idée que tu as comme un adversaire fictif, vraiment plus comme dans l'intelligence artificielle, on est presque plus dans ce côté-là, alors qu'encore une fois c'est des decks de cartes, des choses comme ça, mais même, justement l'autre jeu quand on a joué à Bitoku, je t'avais montré, c'est vraiment l'autre côté du plateau, c'est comme un autre aspect du jeu, tu as même un adversaire, tu as une petite pioche pour l'adversaire, donc c'est vraiment, on est en train de mettre beaucoup l'accent là-dessus, puis je lisais aussi que les campagnes Kickstarter, maintenant qui proposent des modes solo, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir leur financement et tout, donc c'est vraiment même rendu un attrait pour les jeux de société, alors que tu me dirais, toi, il y a 10 ans, je pense pas que les gens pensaient nécessairement à ça. Moi, je pense qu'il y a 2 facteurs qui contribuent à cet essor des jeux solo. C'est d'abord le fait que le nombre de joueurs a augmenté, et puis comme le nombre de joueurs a augmenté, parmi les joueurs qui jouent actuellement, tout le monde n'a pas le temps en fait de faire 5 soirées jeux par semaine. Et donc, comme t'as pas le temps, moi c'est comme ça que j'ai commencé à faire des jeux solo, j'avais envie de jouer à des jeux, mais j'avais pas le temps d'en faire tant que ça avec des amis, ou comme j'ai déménagé en Suisse, j'avais d'abord pas d'amis ici qui jouaient à des jeux de société avant de vous rencontrer.
Et du coup, le jeu solo te permet en fait de te faire plaisir en achetant des bons jeux et en vivant les sensations liées à ce jeu-là. Ça, c'est la première chose. Et à mon avis, la deuxième chose qui a amplifié ça, c'est le Covid. Pendant le Covid, t'avais un jeu qui jouait en solo, tu pouvais le jouer. T'avais pas un jeu qui se jouait en solo, bah, il prenait la poussière, quoi. Ouais. Et clairement, depuis 2 ans, tu sens, c'est très rare maintenant sur Kickstarter des jeux qui sortent pas en solo. Et je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il y a un risque même que ta campagne soit moins réussie si tu fais pas un mode solo. Ce qui conduit certains juste à faire des choses pas très cool, où ils font semblant de faire un mode solo qui n'en est pas un, ou qui est un truc un peu rapide, ou qui est mal construit, quoi. Ou ils le mettent en stretch goal, donc au début il n'est pas forcément prévu ou pensé, puis vu qu'il a été débloqué, bah, ils le font développer par la suite. Mais c'est vrai que après, bah, si un nom comme celui de David Turzi qui est lié au jeu, bah, on va se dire logiquement le mode solo devrait être bon, mais c'est vrai que parfois bon, c'est pas du tout qui est derrière, mais voilà, ça fait partie. Finalement, est-ce que le jeu en lui-même va être bon ou pas, ça c'est aussi. Mais c'est quand même fou quand tu te dis, tu sais, après là c'est différent, comme tu vois, comme je citais Bitoku, Weather Machine, tout ça c'est, alors il a été contacté pour faire le mode solo, mais par exemple on avait joué avec toi à Tawantinsuyu qui est un jeu déjà de David Turzi, donc il crée un jeu, puis en plus de ça il doit créer un mode solo. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas la même conception, tu pars vraiment sur autre chose. Moi en fait j'ai tellement d'admiration pour les gens qui font ça, parce que déjà de prendre l'expérience d'un jeu qui se joue à plusieurs, puis d'être capable de le rendre intéressant pour le jouer tout seul. Tu sais, c'est ce que tu dis, des fois il y a des gens qui font un peu n'importe comment, mais pour faire un bon mode solo, c'est quand même, ça prend du talent. En fait, je pense que c'est du travail, en fait. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que David Turzi soit régulièrement demandé, c'est que je pense que lui, il a vraiment compris comment fonctionnait le mode solo et qui travaille beaucoup pour que le mode solo fonctionne de la bonne manière. Et c'est sûr que les gens qui pensent les éditeurs qui pensent que le mode solo, c'est juste jouer pareil à un et puis qu'il suffit d'adapter un ou deux trucs, bah souvent c'est des modes solo qui sont pas réussis. Je pense que, je crois que David Turzi il bosse vraiment beaucoup en fait sur ces modes solo à chaque fois. Puis je pense que quand tu as l'habitude justement de créer des modes solo ou des challenges solo, même si c'est pas des officiels, tu dois avoir certains réflexes en fait. Selon la mécanique, tu dois dire ok, identifier certains points de règle où là tu sais que tu vas pouvoir faire fonctionner de telle ou telle manière. Chez Automa Factory, maintenant, c'est beaucoup une combinaison de 2 cartes qui dicte, et je pense qu'il doit y avoir une sorte de systématique où ça marche sur beaucoup de jeux. Moi, ce qui est intéressant avec ces modes solo, c'est de l'expliquer à des non-joueurs ou à des joueurs occasionnels qu'on joue à des jeux de société seuls. Et c'est vrai que moi, très souvent, quand je le dis, et j'ai plaisir à le dire, parce que je sais que derrière, la réaction va être assez impressionnée. C'est ça. C'est drôle parce que j'allais justement vous poser cette question-là, parce que socialement, tu peux dire, ouais, je vais jouer un jeu vidéo tout seul, faire une campagne tout seul, il y a personne, toi. Moi, si je fais un Assassin's Creed, je joue pas en ligne, il y a personne qui me regarde de travers, mais tu dis, je vais jouer un jeu de société tout seul. Tu peux aussi jouer à Assassin's Creed bientôt ensemble. En jeu de société. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment ce côté social d'être comme, t'es bizarre. Bah oui, et puis justement, je parlais des Sudoku tout à l'heure, tous ces jeux dans les magazines qui se vendent par centaines de milliers, voire millions par année, finalement on est tout seul, on fait nos mots croisés, nos trucs, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça peut sembler bizarre. Mais pourquoi vous pensez qu'il y a ça? Pourquoi il y a ce genre de stigma tabou? Parce que on met sur une table, on sort du matériel, et puis en principe on joue, c'est vrai qu'on joue à plusieurs. Et ceux qui n'ont pas cette habitude-là, ne sont même pas dit oui c'est vrai en fait, on pas encore réfléchi. Et puis souvent quand tu l'expliques ils disent ok, j'avais pas vu ça comme ça, c'est intéressant, mais c'est juste aussi qu'ils se rendent pas compte de l'évolution des jeux, peut-être, et de ce qui existe. Mais c'est vrai que moi je me dis, tu sais, là encore moi je fais un peu l'avocat du diable vu que je suis pas un gros joueur solo, mais je me dis, je me trouve encore plus geek de jouer exemple sur mon attel à un jeu ou sur mon téléphone cellulaire. Pour moi c'est plus par paresse que je joue pas à des jeux solo, cette idée de tout devoir sortir le matériel pour ensuite faire plaisir que à moi. Je pense qu'il y a presque un côté un peu genre égoïste, c'est t'as raison de dire qu'il y a un côté socialement admis, c'est-à-dire qu'on a tous un smartphone et on a tous des jeux sur notre smartphone, tout le monde le sait, tout le monde le voit, ça gêne personne. On joue pas tous à des jeux de société, même si ça s'est démocratisé, et on est peu nombreux finalement, je pense, dans le monde des jeux de société à jouer en solo. Je pense que t'as quand même un peu le côté geek dans sa chambre qui joue avec ses petites figurines, si tu veux. Les gens voient ça et
Bon, après, moi, je suis assez comme toi, ça me fait marrer, et puis dans le fond, tu l'expliques vite en disant, oui, j'aime ça. Mais c'est vrai que moi, qui jouais quand même beaucoup aux jeux vidéo avant, pour jouer aux jeux vidéo, j'avais tendance à m'isoler, donc j'allais dans une pièce où je jouais qu'aux jeux vidéo, puis la famille, pendant ce moment-là, ça n'existait plus, en guillemets. Alors que finalement, le jeu de société, je peux très bien le sortir dans la même pièce où est ma famille, ou dehors, justement, en été, sur la terrasse. Donc on reste quand même un peu à proximité, je peux le laisser un moment aussi pour faire autre chose, y revenir ça, plus c'est tard. Parce que t'as des grandes filles. Parce que moi par contre je peux te dire que j'aimerais bien avoir une salle peinard pour me sortir mon petit jeu sur la table et que... Papa, qu'est-ce que tu fais? Non, moi c'est vrai qu'elle touche pas au pion. Aux figurines, il lance les figurines. Mais c'est vrai que tu as parlé quand même, Mathieu, d'un point assez important, c'est cette paresse de sortir des gros jeux. Et moi c'est ça aussi que je... Pas que je reproche, hein, mais vous verrez que dans mon top 5, on va pas retrouver, je divulgage un peu, on va pas trouver de Turkzy, on va pas trouver de Thomas Factory. J'aime beaucoup, mais en fait, j'ai la flemme de les sortir. Parce que il faut du temps pour préparer le plateau, etc. Et potentiellement relire les règles du solo. Relire certaines... Et ça aussi, alors c'est vrai qu'il y a des jeux solo où on apprend déjà à jouer au jeu. Et puis ensuite, on voit qu'il y a un livret de règles quasiment aussi gros pour le mode solo. Et ça c'est quand même pas mal du Turkzy, faut l'avouer, où ça peut être assez complexe. Donc, si on le sort régulièrement, c'est fun, parce que ça va souvent beaucoup plus loin que d'autres modes solo. Mais c'est vrai qu'avant la première partie, on transpire quand même un peu. Hein. Mais c'est rigolo que tu dis ça, parce qu'en fait, moi, j'aime bien sortir mon jeu sur ma table. Je comprends bien. Et j'aime bien, en fait, après avoir lu un livre de règles, me dire putain, il y en a un deuxième. Et en fait, j'aime cette sensation-là. Je vais pas encore commencer à jouer tout de suite. Et ça me fait rire parce que moi, maintenant, en fait, j'ai quand même un peu moins de temps à consacrer au jeu avec la famille et tout, mais en fait, moi, je mets plusieurs jours à préparer ces parties parce que je vais d'abord lire le livre des règles le soir dans mon lit, puis le deuxième soir, je vais lire le livre solo, puis regarder une vidéo sur internet. Puis en fait, ça prend. Effectivement, t'as raison, ça prend du temps. Je pense que c'est un vrai investissement, tu vois, c'était le mot qu'on avait utilisé pour la question des jeux experts, le mot investissement. Par contre, quand tu t'investis dans un vrai bon jeu solo, que tu le ressors, je pense qu'on en revient toujours à ça, de toute façon c'est un jeu que tu ressors, mais mon dieu, quel bonheur, quel bonheur. Et quelle évolution aussi dans les jeux solo, parce qu'on a l'impression que, que pour certains, quand on parlait de Thomas Factory, moi le premier que j'ai fait c'était Sight. Ouais. Et Sight il est pas simple, hein. Solo, waouh. Il est assez rock'n'roll, donc j'étais souvent dans les règles, j'étais pas sûr des mouvements, donc il recommandait vivement de télécharger l'app. Dans l'app, il y avait une... C'était encore pire. Non, ça aidait bien, mais il y avait... Je trouvais que c'était vraiment difficile. Mais il y avait une série d'options payantes à débloquer. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc moi, finalement, là, j'ai fait un all-in, parce que je pense que j'avais 50 € l'app. Non, il y avait peut-être, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais il y avait peut-être 10 trucs à 1 balle, et puis tu pouvais avoir tout pour 6, donc je me suis dit, je suis plus à 6 francs près, donc j'ai pris... Il y avait même une option de réalité augmentée. Donc tu pouvais mettre ton téléphone au-dessus du plateau, et puis il te montrait en fait où les pièces devaient être. Alors ça, j'ai très peu utilisé. Finalement, j'avais quand même saisi le fonctionnement, donc j'en ai fait 2-3 assez rapprochés. J'ai eu vachement de plaisir, mais là, maintenant, de me dire sortir ça et ton solo, waouh, pour moi ça sera un investissement. Surtout que j'en ai plein d'autres encore que j'ai pas forcément fait en solo ou très peu qui sont plus simples. Mais c'est vrai ils ont quand même beaucoup amélioré dans par exemple Tapestry où il y a aussi ce fonctionnement de cartes dans Viticulture, dans Wingspan. Wingspan c'est très très simple aussi. En barrage, je l'ai pas fait. Mais peut-être, avant que tu ailles trop loin, je voudrais juste rebondir sur Sight parce que ça me fait sourire. Moi, j'ai joué à Sight en solo sans l'application. J'ai gagné chaque partie, j'ai téléchargé l'application et en fait je faisais n'importe quoi avec le déplacement. Je n'ai jamais gagné une partie de Sight en solo avec l'application. Je la trouve très dure et franchement, j'en ai même un souvenir assez douloureux où en fait je me sentais acculé par l'automa. Je ne pouvais rien faire, j'étais en permanence en train de me faire bouffer. Donc maintenant tu sais comment moi je me sens quand je joue contre toi à Sight. Je me suis fait cette réflexion. Et puis juste aussi, ce que tu dis est très juste, c'est que justement je trouve quand tu vois Sight et puis quand tu vois Tapestry, qui donc sont faits par le même auteur et dans la même maison d'édition et avec le même automa, en fait le vrai changement c'est ce système de 2 cartes, parce que le problème des automas à une carte c'est qu'en fait au bout d'un moment tu peux très bien connaître les cartes,
un petit peu, et puis savoir que si celle-là elle sort, bah pendant finalement 7, 8, 9, 10 tours, en fait elle sort plus. Ouais. Le principe des deux cartes que tu colles l'une à l'autre, ça rajoute beaucoup de chaos, en tout cas d'imprévisibilité dans ce système-là. Je trouve ça excellent. Et c'est tellement bien Tapestry, pensé, c'est un cette excellent combinaison de exemple. cartes. Ah, c'est fabuleux. Et Barrage, c'est pareil, tu as un deck de cartes, et en fait, lorsque tu soulèves la première carte, tu la retournes Ça fait et tu le combines dos de l'autre. le verso de la première avec le recto de la deuxième. Et tu tournes comme ça un deck et puis à la fin tu le remélanges, et donc en fait ça change à chaque tour. Tu peux pas prédire ce qui va se passer. Il y a aussi un point du solo dont on n'a pas encore parlé, c'est les jeux coop narratifs justement. Moi j'ai commencé le solo avec du narratif parce que en fait alors je suis navré David, faut pas que tu le prennes personnellement parce qu'en ce moment avec Clank Legacy on est quasiment sur un narratif tellement il y a à lire, mais en fait moi je prends beaucoup de plaisir à lire moi-même dans mon coin quand je fais un narratif, et puis j'aurais beaucoup de mal je pense sur un jeu qui serait totalement narratif à attendre que l'autre lise sa partie en l'écoutant, et puis ensuite à devoir discuter de quel choix on fait au niveau de l'action qu'on veut prendre, etc. Je trouve en solo, le narratif pour moi c'est un vrai bonheur parce que tu te fais ton histoire, t'es dans l'histoire qui est racontée par le jeu, tu prends tes décisions toi-même, il n'y a pas de temps t'as un temps de réflexion mais t'as pas un temps de discussion, tu vois. Je me sentirais assez frustré. Par moment, il y a un peu ça dans le dilemme du roi. Tu vois, tu pars pas dans la direction que tu voudrais partir. Et puis du coup, bon, c'est le jeu, c'est pas dramatique, mais il y a un petit côté de frustration que j'aurais du mal à vivre dans un jeu purement narratif. Et c'est un peu pareil avec les coops. Je suis pas un fan absolu de coop. Il y a quelques jeux coop que j'aime bien, mais finalement la plupart des jeux coop se jouent en solo, hein, par définition. Et il y a beaucoup de jeux coop que moi j'aime beaucoup jouer en solo parce que t'es libéré de ce fardeau de te dire bah qu'est-ce qu'on fait, ah mais attends tu veux faire ça mais c'est pas la bonne idée, etc. Mais à partir du moment où tu as un jeu coop, qu'il soit narratif ou pas, où tu peux jouer en solo qu'avec un seul personnage, c'est que c'est quasiment un jeu solo. Mais je pense que s'ils le vendent comme jeu solo exclusif, bah forcément ils vont passer à côté de beaucoup de ventes. Donc, mais c'est clair que... genre tu pourrais jouer à Pandémie tout seul. Clairement. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est clair que les jeux, beaucoup de jeux narratifs, je pense que la majorité des joueurs sont solo et prennent plus de plaisir à jouer à 1, voire 2, mais à plus, quand on voit que des fois il y a des jeux narratifs où on peut jouer à 6. J'ai quelques doutes qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Il faut vraiment avoir la bonne équipe, quoi. Tu vois, il faut vraiment être des gens avec qui tu es dans le même mood, avec qui tu vas... Parce que dis donc... Alors là, j'inclus pas le dilemme du roi, hein. J'inclus vraiment où il y a beaucoup de choses à lire, un livre... Comme Clank Legacy. C'est sévère là. C'est vrai qu'il y a beaucoup à lire. Hein. Ouais, non, mais surtout la dernière fois, mon Dieu, David il commence un texte et il dit c'est bon, il y en a encore. Et tout. Oui, mais finalement, on n'a pas trop besoin. T'as vu, en plus, je fais les rôles et tout. Oui. Ah ouais. Puis moi, je commence toujours avec un rôle, puis avant la fin de la phrase, j'ai lâché le rôle. Genre, bonjour monsieur. Ouais, tu veux faire quoi? Tu veux faire ça ou ça? Bon, à part ça, il reste magnifique ce jeu. Moi, ouais, non, il est vraiment cool. Ouais. Vous avez fait quoi, scénario 3? Non, 2. Ouais, nous, on a fini 4. Et puis, non, c'est vraiment cool. Puis là, il y a une direction qui s'en va. Je viens de voir quelque chose qui arrive que je me dis, ah ouais, c'est cool quoi. Ah, mais alors moi j'ai hâte de ça parce que tu vois, j'aurais envie là que ça change un tout petit peu. Mais écoute, t'es à 2 scénarios. Oui, non, mais. C'est une chance. Non, c'est pour ça, je me réjouis de la 3ème. Là, on sent qu'on a découvert des choses. On a déjà collé pas mal de trucs sur le plateau. On dérive un peu, non là ouais, un peu. J'ai juste une petite anecdote à vous proposer, c'est que j'ai longuement joué à Terraforming Mars en solo. Je n'ai jamais gagné une seule partie. Je pense que clairement, Terraforming Mars, là, c'est un peu un bâton propre au score. Il n'y a pas un automate, tu joues tout seul, il faut avoir terraformé tout l'ensemble des caractéristiques avant la 14e génération. Je n'ai jamais réussi. Je pense que je passe complètement à côté de ce qu'il faut faire pour aller vite dans Terraforming Mars. Ouais. Puis, bon, on va un peu commencer à clore le sujet, mais toi, tu disais avant que là, tu joues beaucoup moins en solo. Depuis que est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou est-ce que tu dis c'est quand même beaucoup mieux à jouer en groupe ou écoute, tu vois ça comment? Ouais, mais je te l'ai souvent dit, hein, c'est vrai que j'ai moins envie de jouer en solo et je peux pas dire que ça me manque, du coup, j'ai moins envie parce qu'on joue beaucoup plus depuis qu'on est ensemble. On a quasiment une soirée jeu par semaine, ce que je n'avais jamais eu jusque-là. Et je reconnais que du coup, le week-end, j'ai un tout petit peu moins l'envie de me sortir un gros jeu. Après, il y a des moments, je sais que ça va, il y a des vagues. Surtout, je pense que quand tu reçois un jeu, tu as envie de le tester. C'est ça, ouais. Ou alors, je reconnais qu'en ce moment, je disais ça tout à l'heure, que j'aime bien prendre du plaisir à lire les gros pavés de règles, mais en fait, typiquement, Kanban Eevee, par exemple, je l'ai lu, mais j'ai toujours pas réussi à me lancer dedans, et il m'impressionne quand même beaucoup. Et je suis plus en ce moment dans une vibe de ressortir des jeux que je connais un peu et de me faire plaisir sur des solos. Il y en a un notamment dont on parlait tout à l'heure. Oui, je pense.
Bah, moi, c'est vrai que personnellement, c'est plus un manque de temps. Ouais. Parce que j'aimerais beaucoup passer du temps aussi en jeu solo, mais à partir du moment où j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de temps pour jouer, et puis que finalement j'ai des gens dans mon entourage qui aiment jouer, bah ça me semble quand même plus juste aussi et plus plaisant de partager les jeux en famille ou entre amis que de dire ah bah non, je peux pas venir, j'ai solo quoi. J'ai solo. Il faut élaborer quand tu dis j'ai solo, ils vont dire quoi? Tu fais quoi solo? Alors maintenant, on va passer à notre top 5, qui est bien sûr les top 5 des jeux solo. Connaissant David, ils vont en avoir 12. Mais sachez que c'est pas, on dit pas que c'est des jeux qui se jouent que à 1. Moi, dans mon cas, c'est des jeux que j'ai joué à 1, puis franchement, vous allez voir par mon top 5 que c'est pas nécessairement les jeux que je préfère. C'est juste que c'est les seuls que j'ai joué à 1. Donc, je vais te laisser commencer, Benji, vu que c'est toi le spécialiste des solos. Ok, donc je reste spécialiste a priori pour le moment. Oui, Il faut te donner d'autres titres que le gars du deck building, toi. Il faut Alors, j'ai 2 mentions honorables pour commencer, puisque j'ai l'impression qu'on en a à chaque fois maintenant des mentions honorables. Alors, les mentions honorables, faut les dire vite. Hein. Alors, je les dis vite. On les balance. Le premier, c'est Imperium Antique ou Imperium Légende, donc un jeu de David Turkzy et Nigel Buckle, qui est sorti il y a pas très longtemps. J'ai pas assez de recul pour pouvoir dire que c'est encore un super jeu. Ouais. Par contre, je vous avais déjà dit que pour moi, c'était vraiment un jeu solo, parce que à 2 ou à plusieurs, je le trouve trop long, alors qu'en solo, c'est un vrai bonheur, et il y a un automate par civilisation qui a été fait, donc je trouve ça absolument extraordinaire. Et le deuxième, c'est Vindication, je vous en avais aussi parlé il y a quelques semaines de ça, un jeu de Mark Neidlinger, qui est un jeu pas du tout narratif, mais dans un univers visuel qui est tellement explicite dans le sens où il est très très bien foutu, que du coup tu te racontes ton histoire dans ce jeu-là. Pareil, j'ai pas assez de recul pour le faire rentrer dans mon top 5, mais je pense vraiment qu'il aurait l'opportunité d'être dans le top 5. Le cinquième, pour le coup, cette fois on rentre vraiment, c'est This War of Mine. Ouais. Je vous en avais, je crois, aussi déjà parlé une fois quand on avait fait les jeux narratifs. Ouais. This War of Mine, qui est donc chez Awaken Realms. Pour nos amis canadiens qui se foutent de mon accent. Fait par Michel Horax et Jakub Winivski. This War of Mine, c'est un jeu qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains, parce que c'est un jeu extrêmement réaliste sur les conditions de civils qui sont dans une guerre, en l'occurrence la guerre des Balkans. Ah ouais, donc surtout ces temps quoi. Ouais, je me suis dit en parlant qu'effectivement c'était pas... Enfin voilà, c'est un jeu qu'il faut savoir dans quoi on se lance avant d'y aller, et je pense que quand on n'est pas en forme, il faut pas le jouer, parce que c'est un univers extrêmement sombre, mais extrêmement réaliste, et moi je ressens vraiment la même chose en lisant des romans, tu vois, qui sont des romans difficiles, des romans policiers, des romans un peu comme ça. Vous êtes dans une histoire difficile, et puis vous êtes dans l'empathie avec ce que vivent des gens dans ce genre de moments. Ouais. Mais par contre, c'est un excellent jeu, très bien foutu. Vous avez vraiment beaucoup de gestion de ressources en fait dans ce que vous devez faire, forcément, puisque vous devez gérer la nourriture, l'électricité, etc. Et puis vous devez gérer la survie des gens qui sont autour de vous. Narrativement, il est très bien écrit, je trouve, avec des issues qui sont souvent endeuillées en fait, puisque c'est difficile de finir avec tous les personnages, très clairement. J'ai pour le moment jamais gagné, j'en ai fait 3 parties. Et puis à chaque fois, je prends un petit peu de temps avant de m'y relancer, parce que franchement, vous finissez avec la gorge un peu prise quoi. Mais c'est un excellent jeu, et puis je souligne que Awaken Realms a récemment vendu le stock qu'il avait de This War of Mine pour une action caritative pour l'Ukraine, donc ils ont envoyé tout ce qu'ils ont gagné dessus pour de l'humanitaire en Ukraine. This War of Mine, Awaken Realms, dans mon top 5. Remonte-nous le moral, David. Ouais, mais pour rebondir sur ce jeu que j'ai pas mis dans mon top 5, car j'y ai jamais joué, mais il m'intéresse beaucoup. Il me semble avoir vu aujourd'hui une image sur Instagram avec $850 000, je crois, récupéré pour ça. Je crois que c'était ça. Ouais. C'était très bien. Donc un joli montant. Alors moi, effectivement, j'ai essayé de lancer sur notre groupe WhatsApp un top 5 qui passerait à 10. Il n'y a pas eu d'écho, mais personne n'a répondu, donc pas de réponse, bonne réponse. Donc je me suis dit, gardons un top 5, mais mettons 5 mentions honorables, comme ça. Que tu vas énumérer très rapidement. J'ai eu franchement beaucoup de peine. Vous sentez l'autorité dans la voix du professeur. J'ai eu beaucoup de peine, et je crois que finalement j'ai gardé les 5 jeux que j'ai joués peut-être le plus récemment dans mon top 5.
ou alors ceux que j'aurais le moins de peine à ressortir aussi par rapport aux règles. Donc c'est vrai, dans les mentions honorables, il y a Tapestry dont on a parlé avant, It's a Wonderful World, alors pas difficile à sortir, j'avais vraiment envie de le mettre dans le top 5 parce que le mode solo est intéressant, mais je ne l'ai pas fait si souvent que ça, donc peut-être un peu trop répétitif et finalement ça vaut pas le multi. Alors je rebondis juste sur ton It's a Oui. Wonderful World parce que moi je l'ai beaucoup joué en solo, beaucoup plus à plusieurs. Toute la partie draft manque quand même beaucoup. Oui, Donc, forcément. Il y a les différents tas de cartes, là, Ouais, sur le mais premier, c'est c'est pas le assez draft. intéressant. C'est C'est pas, pas le draft. pareil, Et du coup, c'est pas pareil, tout à fait. Il y a un système d'engine building pour le coup qui est très clair, hein, mais il manque toute cette partie draft et du coup j'aurais tendance à pas le mettre à pas le recommander comme Ok. un jeu solo. Même si le mode solo a été réfléchi, hein, tu le sens que les mecs ont pas fait n'importe quoi, mais... Sinon, il y a un des premiers jeux, peut-être après Sight quand même, que j'ai fait en solo, c'est Horror Arkham. Très bien, très difficile, avec beaucoup de petites règles qui sont parfois même incompréhensibles, donc il faut tout le temps aller sur internet si on veut faire les choses justes. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top 5. Robinson Crusoe, incroyable, je pense que si je le ressors... On a 4. Si je le ressors cet été, parce que j'avais bien aimé jouer sur ma terrasse, je me rappelle, il risque d'intégrer le top 5 des jeux solo 2023. Je suis assez curieux de celui-là, Parce en que- fait, j'ai jamais Moi joué. j'ai il faudrait- joué avec. Il faudrait y jouer à plusieurs aussi, parce Nous, on a que joué c'est à très trois. très dur en solo. On Hein. a joué à 3, on a fait 2 parties puis je l'ai revendu. J'ai vraiment pas aimé. T'as pas aimé? Ah, j'ai trouvé ça. Puis les règles sont. Il y en a beaucoup, puis c'est pas intuitif. Puis t'es toujours en train de dire, mais il faut regarder où. Ah, mais moi puis je les ai t'arrives pas à trouvées assez simples, Ah, en non, fait, moi, les j'ai pas règles bien accroché. écrites. Mais je Alors, sais c'était que peut-être je pas suis la la même minorité. édition, hein. C'était peut-être pas la même édition, il y a eu Moi, plusieurs c'était la éditions. nouvelle. Ouais, bah, moi aussi, bref. Moi j'ai adoré ça, bon, on le fait Ouais, ensemble. pourquoi Ah, ouais. Et puis alors la dernière mention honorable, c'est Palm Island, et c'est vraiment un jeu que je Ouais. recommande à tout le monde d'avoir dans son sac si on fait du transport public. On en a déjà parlé, hein. C'est un Ouais. petit jeu de cartes qui ne tient que dans la main, donc il n'y a pas besoin de table. Le concept est hyper fun. J'y ai beaucoup joué au début où je l'ai eu. Je crois que maintenant que je refais des transports publics assez longs, je crois que je vais le glisser dans mon sac pour y jouer de temps en temps. D'ailleurs, ça, c'en est un qui est top, conçu top pour jeu. se jouer tout seul. Oui. Exactement. Ah, oui, Il y a un mode, deux. il y a un mode à deux joueurs, que ouais. j'ai jamais essayé, mais c'est vraiment un jeu solo Ouais. qui est la mécanique est juste Que magnifique. tu joues dans ta main. Tu Ouais. pourrais ne jamais poser le jeu. Exactement. Ce qui est cool. Ça, c'est très bien fait. En faisant de la rotation de cartes. Moi, tous ceux en tout cas qui ne le connaissent pas, je vous le recommande vivement, que vous soyez joueur solo ou pas. Franchement, allez-y avec Il est Palm vraiment Island. Mais il est hors du top 5 malgré Donc tout. là, David, tu as fini ton top 5. hein, J'ai c'est ça fini mon pré-top 5 et donc en 5e C'est position. l'apéritif, tu sais. En 5e position, alors il y a un assez gros jeu euro, malgré tout ce que j'ai dit avant, c'est Expédition à New Dale. Ah. Donc c'est un jeu d'Alexander Pfister Ok. qui, selon moi, n'a pas été assez mis sur le l'avant. devant de la scène. Il est sorti très proche de Maracaibo. À un moment, j'ai regardé même l'année, dans la même année, il avait 3 jeux quasiment Ah ouais. qui sont sortis en même temps. Et c'est vraiment un super jeu. Et c'est le jeu idéal aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour apprendre à jouer seul, avoir du plaisir seul et ensuite l'apprendre derrière. Parce que c'est un jeu où on retrouve 10 scénarios. Donc il y a 3 plateaux de jeu recto-verso, donc on n'utilise pas toujours le même. Et puis chaque scénario, c'est pas des nouvelles règles, mais en fait c'est des nouveaux objectifs. Et puis peut-être un nouveau plateau et des nouvelles cartes aussi qui viennent s'ajouter aux autres cartes. Donc finalement, pour chaque scénario, c'est une petite aventure différente avec quelques petites subtilités. Donc c'est vraiment top. Et moi, je faisais comme ça. C'est que je faisais un scénario en solo. J'y jouais, je prenais le plaisir, talam. Et ensuite, je rejouais avec ma femme. Une fois que je savais en comment jouant jouer, comment Exactement, gagner, ce je mettais une qui petite ne fessée à m'empêchait ma pas femme. de perdre tout le temps. Mais voilà, franchement, je recommande ce jeu. Il est pas très complexe, hein, très franchement. Ça reste du Alexander Pfister, donc pour ceux qui connaissent, voilà, c'est pas les jeux les plus beaux, mais c'est des mécaniques qui tournent. Dans C'est- les rééditions, Donc là- Trail, Oui, alors après, il y a des rééditions, et même là, Expédition à New Dale, franchement, il est pas vilain, mais ça reste un jeu euro, donc il y en a qui auront peut-être un peu plus de peine avec ce côté plateau quand même assez fourni, même si ça reste un plateau qui n'est pas encore trop chargé. Tu me donnes Donc envie, c'est- celui-là, C'est placement d'ouvriers et puis une construction de moteur justement où on doit produire. Et il y a quand même une petite histoire, c'est qu'au début on doit partir justement pour une expédition. Donc au début il faut rassembler des vivres
pour l'expédition, donc la construction de moteur qu'on va faire, c'est pour créer des vivres. Donc on peut créer des planches, on peut créer je sais plus, je connais plus tout par cœur, mais on peut créer d'autres moteurs, mais qui seront pas utiles en fait pour ce premier scénario. Et puis ensuite, quand on va partir avec suffisamment de vivres, de recréer un moteur pour créer des vivres, c'est quasiment inutile. Donc en fait, on doit s'adapter en fonction du scénario et des objectifs qui nous donneront des points de victoire à la fin. Donc vraiment un super Alexander Pfister que je recommande à tous, vu qu'il est dans mon top 5 forcément, et aussi bien en solo. J'ai jamais joué à plus de 2, j'aimerais bien aussi jouer à 4. Ça doit pas être trop long, ça doit tourner assez vite, donc voilà. Expédition à New Dale, mon numéro 5. Merci Mathieu. David d'avoir parlé pendant 10 minutes. Avec plaisir. Maintenant, ça va être à moi, ça va être très expéditif. Mon numéro 5, c'est promener mon chien, en fait. J'ai jamais joué à 5 jeux solo, donc je peux pas avoir un 5e. Donc j'adore sortir, promener mon chien. Je trouve que c'est un jeu. Vous savez pas vu nos têtes au moment où il dit ça, où on se dit, bon ok, allez, faites la blague rapidement. Et puis, au fur et à mesure, en se disant, mon dieu, c'est pas une blague. Mon numéro 4, c'est arroser les plantes. C'est ça. Non, mais c'est vrai que j'ai pas 5 jeux, donc je savais pas quoi dire, j'ai dit de la merde. Et puis Benji, ton numéro 4. T'as toujours gagné ou il t'arrive de perdre? Alors je t'avoue, Thomas ou c'est un Thomas je t'avoue contre quand elle sport fait une merde par temps, je me dis que j'ai quand même perdu à quelque part. C'est le genre de moment où je me demande qu'on fait là. Ok. Bon, Numéro 4, Numéro 4, j'en ai 2. Le top 5, le pire du monde après celui qu'on avait fait. Non, mais je vais les dire rapidement. C'est Tapestry et Tricerion. Pourquoi tu les mets les deux ensemble? Parce que les deux ont un système d'automa en fait. Donc je me suis dit, j'avais pas de raison de les séparer. Et en fait, les deux. Il n'y a pas beaucoup de place dans le top 5. Oui, c'est ça. Et en fait, les deux me font probablement le plus vivre dans les Eurogames malgré tout, cette sensation qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un joueur en face de nous. Que tu réagis. Ouais, c'est ça. Tapestry, pour moi, c'est vraiment un excellent jeu. Je sais que tout le monde lui trouve beaucoup de défauts, notamment dans l'équilibrage, mais moi, je me régale à chaque fois sur ce jeu, dans la construction. Oh là là. Moi, je prends tellement de plaisir que je gagne ou que je perde dans juste la construction de mes combos sur les pistes. Je suis sûr que t'aimerais parce que c'est des combos tout le temps, en fait, Tapestry, quand tu sais le jouer. Le mode solo est excellent, je le trouve très bien fait. Et Tricerion, même chose, le mode solo est absolument extraordinaire. C'est Turkzy qui l'a fait en l'occurrence. Mais il est pas dans la boîte de base, non? Alors, moi j'ai pris le all-in, je me rends pas compte ce qu'il est dans la boîte de base. Enfin, je crois pas, je crois qu'il est dans l'académie de Dashguard, effectivement. Et puis Turkzy a réussi à rendre dans ce qu'il y a dans Tricerion, c'est-à-dire que tu ne sais pas si ton adversaire va aller au théâtre ou pas à ce tour-là. Et il a réussi à le faire en solo, ce que je trouve assez dingue en fait. Et donc à chaque tour, tu as vraiment cette pression de savoir est-ce que j'y vais ou pas. Et en plus, pour chaque... Donc c'est un placement d'ouvrier, en gros, Tricerion. Pour chaque personnage, il y a des sous-règles qui sont pas forcément simples à saisir, mais qui font que, en fonction de la priorité, c'est-à-dire du fait que toi tu ailles au même endroit potentiellement que l'automa, tu vas prioriser ce personnage-là pour aller cliquer l'endroit que tu veux faire. Mais il me semble que ça ressemble de Bitoku, c'est un peu le même système, il me semble. Mais franchement, ça, je trouve ça excellent parce que du coup, tu as une vraie réflexion stratégique qui est exactement celle que tu as quand tu joues avec des potes, à savoir, là, on est deux à vouloir aller sur le même endroit, sur deux endroits différents, il faut que je sélectionne le premier sur lequel je veux absolument aller par rapport au deuxième. Okay. Et en solo, c'est excellent. Enfin voilà, Tricerion, j'y ai rejoué il y a pas très longtemps, je vous en avais parlé, c'est vraiment un super jeu solo et c'est aussi un super jeu coopératif, enfin pas du tout coopératif, pardon, un super jeu à plusieurs, comme Tapestry. Je pense que c'est un des rares, parce que moi j'ai backé ce truc, j'ai pas backé, mais l'offre Coca de toutes les extensions de Tricerion, donc je vais l'avoir. Puis franchement, j'ai tellement envie de jouer à Tricerion que si tu me dis que le mode solo est pas mal, je vais peut-être le tester. Mais surtout, il faudra qu'on essaye vraiment les extensions en fait. L'Académie de Dashguard, je l'ai toujours pas essayé et j'ai vraiment très envie de le jouer. Là. On commence, en plus toi et moi, à savoir un peu le jouer. Soit même David, on te met dedans avant de s'y lancer. C'est Tapestry et Tricerion. David, numéro 4. Mon numéro 4, c'est... J'en ai 3. non, j'en ai qu'un. Non, là, je triche plus, là. C'est One Deck Dungeon. Ok. Donc là, on est vraiment face à une petite boîte très bien remplie. Un jeu, alors qui peut se jouer à deux. Après, ça devient du coopératif, donc c'est de l'exploration de donjons. En solo, franchement, c'est un jeu, j'ai toujours eu énormément de plaisir à y jouer. C'est beaucoup du jet de dés, il y a beaucoup de dés à l'intérieur. Certains lui reprochent d'être trop axé sur le hasard. Et
personnellement, je ne suis pas tellement d'accord. Oui, bien sûr qu'on peut avoir des lancers foireux, mais on peut quand même beaucoup influencer les résultats des dés avec des compétences, donc c'est beaucoup moins porté sur le hasard que négociateur prise d'otage, où là, très franchement, moi j'ai peu de plaisir à jouer à jeu parce que c'est toujours le lancer de dés qui va influer si ça marche ou pas, et moi ça marche jamais. Ouais. Donc je sais pas pourquoi, j'ai pas de chance avec les lancers de dés, et dans One Deck Dungeon j'ai pas cette même impression. Donc super intéressant, c'est exploration de donjons. Alors on va aller combattre des monstres qui vont nous permettre de développer nos capacités. Donc notre personnage de départ qui a très peu finalement de force et de compétences quelles qu'elles soient, on va pouvoir choisir sous quel axe on veut la faire monter. Donc ouais, il y a un peu comme dans d'autres jeux d'exploration de donjons, hein, la magie, la force, etc. Et puis jusqu'à atteindre le monstre final pour le combattre. Mais c'est top, il y a 4 niveaux de difficulté différentes, il y a 9 monstres finaux, il y a un mode campagne aussi à l'intérieur, donc dans cette petite boîte... que tu peux combiner avec une autre standalone. Alors il y a un autre, effectivement, il y a un standalone Forêt des Ombres, il y a une extension aussi Profondeur Abyssale, que je les connais pas les deux, je ne les ai pas, parce que voilà, je pense que je joue pas assez pour aller encore vers plus de contenu One Deck Dungeon, et ils ont sorti tout récemment sur KS One Deck Galaxy. Ouais. J'ai pas marqué. Voilà, toi, peut-être, on sort du donjon. Ils mettent des figurines aussi. Non, mais ça, par contre, c'est pas mon trip absolu, les figurines. Je sais que vous le dites à chaque fois, mais... Ça va le devenir, à force de dire. On t'en parle tellement que. Donc voilà, de nouveau, je le recommande vivement. Faudrait que je l'essaye une fois à deux, ça peut être intéressant aussi. Mais en tout cas, en solo, c'est un super bon jeu. Bon, mon numéro 4 à moi, c'est... On est tous un peu inquiets de ce que tu vas dire. C'est aussi One Deck Dungeon, donc on va passer assez vite. C'est le premier jeu solo que j'avais fait. En fait, c'est son pire jeu solo, vu que c'est le quatrième. C'est le quatrième, donc... Non, mais c'est vrai que moi, j'avais trouvé qu'il y avait un peu d'hasard, puis j'ai fait 2 parties. Puis c'est d'ailleurs la seule fois sur ma chaîne YouTube où je m'étais filmé à jouer un jeu tout seul. Puis j'avais filmé une partie de moi qui fait One Deck Dungeon, et puis j'ai pas du tout eu envie de le refaire. Mais tout ce que tu dis de bien sur ce jeu, je suis d'accord, mais encore une fois, il faut vraiment garder en tête pendant ce top 5 que je ne suis pas un joueur solo. Donc c'est vrai que si tu me dis on le joue à 2, je serais pourquoi pas. Mais après, j'ai d'autres jeux que je préférerais jouer. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, One Deck Dungeon en 4. Numéro 3, Benji. Le numéro 3, j'en ai 4. Non, c'est pas vrai, j'en ai qu'un, c'est Seventh Continent. Oui. Ludovic Roudy, Bruno Sauter, Serious Poulpe. Tu veux qu'on en parle ensemble, David, ou il arrive un peu plus bas chez toi, j'imagine? Il va arriver maintenant, en fait, donc on peut parler ensemble. C'est mon troisième aussi, okay. Ouais. Alors moi, Seventh Continent, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, je vais pas passer trop longtemps, c'est une histoire, c'est assez émouvant pour moi, parce que c'est mon premier KS, et puis c'était mon premier jeu narratif, vraiment en solo pour le coup. Donc j'y ai passé de nombreuses heures, même si je n'ai fait que 3 malédictions au final, et puis comme vous le savez, je l'ai revendu. Parfois je me demande pourquoi j'ai fait ça, et puis souvent je me rappelle que c'était pour qu'un autre y joue, donc j'espère que celui à qui je l'ai vendu en profite. C'est un... David, tu veux finir? C'est vraiment un jeu magnifique. Je suis pas un fan du tout des illustrations qui sont d'un des deux auteurs, donc ça m'a jamais emmené autant que d'autres jeux dont je reparlerai peut-être un autre moment. Mais par contre, le système de jeu est excellent, l'aventure est excellente, le système de découvrir petit à petit le continent est magnifique. Le combo des objets pour en faire des objets plus puissants, même si sur le plan thématique ça ressemble à rien, mais dans le fond, vous combinez finalement des icônes, c'est vraiment génial. Enfin, c'est un jeu excellent si vous n'avez jamais joué au Seventh Continent. Maintenant qu'il y a une version retail, elle vaut 70€, ça vaut largement le coup. En attendant la 7ème citadelle qui promet beaucoup, qui aura là, cette fois-ci aussi un livret narratif. Ouais, tout à fait. Parce que moi, ce que j'ai trouvé, et moi oui par contre, ce que j'ai trouvé très fort avec le 7ème continent, c'est justement ce jeu narratif mais sans texte au final, ou très peu, enfin 2-3 infos sur les cartes, mais c'est ça qui est fort. Et moi j'ai vraiment eu un vrai effet waouh, quoi. C'est un jeu qui m'avait foutu une vraie claque quand j'y ai joué. Alors de nouveau, ça fait longtemps que je l'ai pu sortir. À chaque fois je me dis faudrait que je refasse ça. Et puis t'as les 2 boîtes? Non, je l'ai commandé chez l'éditeur, mais que boîte de base plus quelques trucs à côté, le tapis, 2-3 accessoires. Moi j'avais vraiment pareil pris le all-in gameplay, quoi. J'avais tout ce qui se jouait avec. Ouais, mais je pense que c'est bien que j'ai pas ça, parce qu'au final j'ai même pas fait le tour de la boîte de base. Si tu te dis qu'il faut une dizaine d'heures pour
pour une malédiction, il y avait 10 ou 12 malédictions, t'imagines, il faut 100 à 150 heures sans compter que tu meurs quand même régulièrement. Mais moi déjà, quand je faisais les jeux dont vous êtes le héros en livre, je trichais tout le temps, c'est-à-dire que j'avais jamais une feuille à côté, donc quand il y avait un combat, je le gagnais tout le temps, parce que j'avais jamais envie de recommencer. Quand je faisais des jeux sur ordinateur, des vieux jeux d'exploration de donjons, j'y allais un peu comme ça au hasard, et mon cousin, lui, notait tous les chemins, donc souvent je prenais ses plans, et puis j'avançais plus vite. Et là, au 7e continent, bah, en fait, j'ai tout noté, c'est-à-dire j'ai fait les plans de toutes les îles, donc je sais si je reprends... Alors ils sont assez dégueulasses, hein, parce que je suis pas bon dessinateur, j'aurais pu aller sur internet et puis télécharger des plans que certains ont fait avec une qualité incroyable, mais non, j'ai voulu faire justement moi-même, donc tout d'un coup j'arrivais dans le bord de la feuille à droite, puis je me disais, ah bah mince, je peux continuer à droite, alors je prenais l'autre feuille, en mettant des petites étoiles, étoile 7, pour être sûr de bien comprendre mon plan. Mais voilà, j'ai eu plaisir à faire ça et je sais qu'en refaisant, en utilisant ces plans, forcément, ça va aller aussi beaucoup plus vite parce que c'est pas simple d'arriver à faire une malédiction, même en mode facile. Alors, j'ai pas fait en mode invincible, mais le mode facile, franchement, c'est compliqué. C'est vraiment dur. Ouais. Mais voilà, super jeu, donc 7e continent. Et là, alors typiquement un jeu à jouer en solo, là il faut être clair, je verrais pas trop l'intérêt d'y jouer à plusieurs. Mais c'est faisable, hein. Je pense que si on est les deux à le connaître, ça peut être assez intéressant parce qu'on peut un peu vaquer chacun de nos occupations et puis être ensemble pour compléter. Mais tu peux le prendre. Ah non, c'est vrai, tu l'as. Moi, mon numéro 3, c'est Spirit Island. C'est un de mes jeux préférés. Puis la seule raison qu'il n'est pas plus haut, c'est que, en fait, je préfère pas y jouer à un. C'est juste que j'ai dû y jouer tout seul pour vraiment apprendre à y jouer. Puis surtout aussi, j'ai joué sur l'application en ligne. Donc, c'est même pas en fait un jeu de société. Mon top 5, c'est n'importe quoi. Mais au moins, ça va faire avancer le truc parce que on est presque à 1h30. Donc, Benji. Mon numéro 2, c'est un Lacerda, parce qu'il en fallait bien un. Oui. Mais en fait, j'ai eu aucune difficulté à choisir lequel, parce que celui que je préfère en solo, c'est CO2. CO2 Second Chance, que j'ai du coup énormément joué en solo. C'est un jeu, c'est probablement un de ses moins connus. Certains disent que c'est le moins bon, alors bon, donc du coup je suis en désaccord total avec ça. C'est pas une grosse boîte chez Eagle Gryphon Games, il a été fait chez une autre maison d'édition dont j'ai pas le nom tout de suite. Le principe, c'est que vous devez changer l'énergie dans le monde en passant des énergies fossiles à des énergies renouvelables. Le matériel est sublime, je trouve, parce que vous avez des petits nipples d'éoliennes, de panneaux solaires, de centrales hydroélectriques. Et en fait, en solo, c'est probablement le jeu le plus calculatoire que j'ai joué au possible parce que vous avez en peu de temps, il faut réussir à faire tous les objectifs qu'il faut faire. Et les objectifs, c'est de remplacer donc les vieilles usines à charbon par des usines renouvelables, d'aller au Conseil de l'ONU pour convaincre en recrutant des scientifiques spécifiques, convaincre, donc retourner des tuiles qui vont vous permettre de gagner des points de victoire, et puis implanter des usines dans certaines zones du monde pour pouvoir également retourner des tuiles qui, si elles ne sont pas retournées, vous font perdre des points. Lacerda, dans ses modes solo, il a beaucoup ça. Tu montes et tu descends souvent dans tes points. Et en l'occurrence, à CO2, il faut ne pas avoir 0 points à la fin de ta partie, sinon tu perds, bien sûr. Et donc tu gagnes parfois avec 2 points de victoire et t'es content parce que c'est assez dur à gagner. Je pense que je l'ai gagné une fois, le reste du temps je perds. Mais je prends un pied absolu parce qu'il y a vraiment une réflexion de combinaison à faire que je trouve extrêmement intéressante. J'explique pas complètement pourquoi ce jeu-là me fait cet effet-là, mais alors, à vous en reparler, j'ai qu'une envie, c'est de le ressortir. Et typiquement, je ne le jouerai pas autrement qu'en solo, parce que sinon il se joue dans un mode coopératif qui m'intéresse assez peu. Et il y a même un mode compétitif qui existe, mais que je trouve pas particulièrement intéressant. Donc CO2 Second Chance, j'en ai reparlé il y a pas longtemps sur Facebook avec celui à qui je l'ai acheté, parce que je l'ai pris d'occasion. Et puis je le remercie, et d'ailleurs peu de temps après il m'a renvoyé un message en disant je regrette tellement de te l'avoir vendu, et il l'a racheté. Donc pour vous dire que ça c'est quand même, je pense, un très bon jeu, et j'aurais envie de vous encourager, si vous aimez les Lacerda, à le faire, parce qu'en plus c'est vraiment pas le plus compliqué par contre chez Lacerda. Donc il n'y a que 4-5. C'est ça. 4-5 sur 5. Second Chance. David, ton numéro 2. Alors mon numéro 2, c'est un jeu dont on a déjà parlé pas mal de fois, en tout cas moi, c'est Under Falling Skies. Donc voilà, j'ai un peu tout dit dans des précédents épisodes, donc si vous ne l'avez jamais entendu, je sais pas dans quel épisode j'en ai parlé, mais j'en ai parlé plusieurs fois. Il faut tout réécouter. Alors là, c'est un jeu exclusivement à faire en solo. Alors certains disent non, on peut le faire à plusieurs, on peut décider ensemble. Mais bon, au final, bien sûr qu'on peut prendre des décisions à plusieurs. Là, on est sur un jeu de placement de dés.
Mais finalement où le hasard est très peu présent, parce qu'on peut utiliser tous les résultats des dés. C'est juste que quand les dés sont petits, les actions seront moins puissantes, mais par contre, les vaisseaux venus de l'espace qui veulent anéantir la Terre descendent beaucoup moins vite, alors que les dés avec par exemple 6, bah oui, l'action sera puissante, mais par contre, les petits vaisseaux qui vont descendre dessus vont descendre de 6 cases, quoi. Ceux qui sont dans la ligne où on place le dé. Donc voilà, c'est vraiment hyper stratégique, il faut anticiper un peu les placements, dire bah tiens, à ce coup-là, je peux pas encore faire ça, mais pour pouvoir faire au tour suivant, il faut que je place un dé ici, etc. C'est très calculateur, c'est un magnifique jeu que je regrette encore de ne pas avoir assez fait. Il y a aussi tout un mode campagne, donc si vous prenez la boîte, de nouveau là j'ai des boîtes assez lourdes finalement, et on verra encore avec mon top 1, c'est que la boîte n'est pas imposante, mais elle est très très lourde, parce que dedans il y a un matériel assez fou pour un mode campagne, qui est accompagné d'ailleurs de planches de bande dessinée pour expliquer l'avancée dans l'histoire. Et puis on a des petites règles aussi qui viennent s'ajouter. Chaque partie a été hyper tendue, à réussir tout juste, parce qu'au coup d'après, le vaisseau mère arrivait sur Terre, et là c'est terminé. Donc de nouveau là, vraiment un super jeu que solo, avec des parties de 30-40 minutes max. Alors ça, je vous rassure, mes deux premiers, c'est vraiment des jeux que j'ai aimé faire en solo, j'en ai que 2. J'aurais pu littéralement faire un top 2 au final, parce que c'est vraiment, il n'y a que 2 jeux que j'ai aimé faire en solo. Mon numéro 2, c'est Welcome to the Moon. J'ai fait toute la campagne en solo, ouais c'est ça, vous saviez c'était un ou l'autre. Welcome to the Moon, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé faire tout seul. Je l'aime aussi à plusieurs, mais j'ai pas eu ce manque à le faire tout seul, à me dire j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est vraiment la première fois je pense que j'avais eu, ce qu'on a parlé avant, cette idée que l'automa va réagir à ce que tu fais. Donc c'est vrai que des fois j'avais des décisions où je me disais si je prends cette carte-ci, il va falloir que je donne cette carte-là à mon adversaire, puis j'ai pas envie parce que potentiellement ça va me nuire plus tard. Donc c'est vraiment des choix des fois qui ont été difficiles à faire. Et puis j'étais toujours un peu vraiment à la dernière minute de dire en fait j'ai perdu par tant de points contre l'adversaire. Mais j'ai adoré, j'ai fait les 8 campagnes. En plus j'avais fait ça au mois de novembre en préparation pour notre épisode solo. Donc maintenant c'est vieux. Mais non, j'ai adoré jouer à ce jeu en solo, puis je l'aime tout autant à plusieurs. Donc toutes les occasions pour parler de Welcome to the Moon sont bonnes. Sont bonnes, exact. Tu sais que je me rends compte que j'en ai refait une partie avec mon beau-frère, on en a fait 2 de suite, et en fait moi je vais avoir du mal à la faire cette campagne parce que j'ai du mal à enchaîner les parties. Ah ouais? Ouais, en fait ça me saoule au bout d'un moment, ce côté flip and write. La première partie, à chaque fois je me régale, je trouve de l'expliquer, les gens sont contents et tu passes un bon moment. Et la deuxième, je la trouve longue et je me dis, oh mon dieu, en fait il en reste 6 derrière, je sais pas comment je vais les faire. Mais moi on les joue par une ou deux quoi. Une ou deux. Ouais, vraiment, je trouve qu'au bout d'un. En fait, j'ai un peu de mal avec l'enchaînement. Mais après, il faut revoir les mêmes personnes effectivement avec qui tu le fais pour refaire de temps en temps une. Ou le faire en solo. Ou tu le fais tout seul. Moi je l'ai fait tout seul, puis je faisais une par jour, et puis j'étais à fond dedans quoi. Alright, numéro 1, Benji. Vous en doutez. Ouais. Je serai le même que toi. Ouais. Ça me ferait plaisir que ce soit. Celui que t'as plus envie du tout de sortir. Non, mais bien sûr, c'est Tainted Grail. It's now the time of the clash with Martin Lafrenière. Parce que il le démonte à chaque fois. Martin, à chaque fois que j'entends ça, je suis triste. Tainted Grail, pour moi, c'est un. Ça faisait... Masterpiece. Ouais, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une claque comme ça. J'ai eu de la chance de pouvoir le jouer sur une période de vacances. Je l'avais emmené en vacances avec moi. Donc, à chaque soir, ma femme allait se coucher. Moi, je me mettais sur Tainted Grail. Et en fait, bon, je vous l'ai déjà dit, je suis assez passionné de l'univers arthurien. Donc, l'univers m'avait beaucoup attiré dès le début. Mais moi, j'ai adoré jouer à ce jeu qui est effectivement dur avec le système des menhirs, c'est clair. Mais bon, d'une part, j'aurais tendance à être un peu comme toi, David. C'est-à-dire que moi, quand je joue en solo, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer dans le jeu. Donc, si je meurs, mais je reprenais absolument jamais à zéro. Donc, j'ai jamais joué le mode facile, là où vous avez la petite réglette que vous retirez, je crois carrément. Mais par contre, voilà, je refusais de recommencer intégralement à zéro. Mais juste, j'ai trouvé l'histoire absolument extraordinaire. Il faudra peut-être que tu diminues le temps de latence qu'il y a eu entre absolument et extraordinaire, qui est un peu long, mais je me suis régalé dans cet univers-là. Je vous l'ai déjà dit, mais quand j'ai fini la campagne, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas vues. Donc je trouve que Martin parfois dit ça t'amène que dans une seule direction, mais je crois vraiment que c'est pas vrai. Il y a vraiment plusieurs embranchements qui sont possibles et tu peux finir sans avoir vu certains de ces embranchements-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fini un jeu où je pense que j'ai quand même passé
probablement 20 ou 30 heures dessus sur la campagne, peut-être même plus que ça. J'avais envie de me relancer dedans en fait, alors que je savais à peu près comment ça allait se finir. Je trouve, alors moi j'ai la version Kickstarter, donc les figurines sont absolument magnifiques, le matériel est absolument magnifique, il y a du deck building dedans, du vrai pour le coup, puisque vous devez construire un deck de combat et un deck de diplomatie. Moi j'adorais jouer la diplomatie, qui est assez dure à mettre en œuvre, et puis j'avais un personnage qui jouait plutôt diplomate. Il y a de la magie, il y a du mystère, il y a du glauque, il y a de la guerre, il y a des personnages que vous connaissez si vous connaissez l'épopée arthurienne. Enfin, Tainted Grail, moi, c'est vraiment absolument un chef-d'œuvre pour moi. Je me régale avec ce jeu. Je dois recevoir la deuxième vague là dans peu de temps en français. Je suis tellement heureux de pouvoir m'y relancer. Et puis, je sais que Martin, en l'occurrence, parle souvent de Sleeping Gods. Et puis, en disant que pour lui, c'est sa masterpiece en solo et en narratif. Pour le coup, l'univers de Sleeping Gods m'attire beaucoup moins. Je suis vraiment pas... Donc, quand je vois ces illustrations, quand je vois ces nombreux personnages autour du bateau, je suis pas hyper emballé par ce truc-là. Alors, je l'essaierai par acquis de conscience pour vraiment voir s'il y a quelque chose. Toi, tu l'as backé, je crois. Non, finalement pas. Ok, j'achèterai la version boutique, je pense, quand même, pour le tester. Mais pour moi, Tainted Grail, c'est l'absolu en solo et l'absolu en narratif. On s'en doutait. Ouais, oui, j'imagine. Toi, ton numéro 1, David? Alors moi j'ai mis en 1 Welcome to the Moon. Ah ouais. Alors je l'ai mis en 1, c'est vrai que franchement les 5 j'aurais pu lancer les dés et puis décider de changer comme ça où il se trouvait. Moi je l'ai mis en 1, bah déjà parce qu'il n'était pas à l'As d'or, c'est pas vrai. Non, c'est pour un tout, c'est le concept du jeu et le fait qu'il se joue aussi bien à 1, à 2 qu'à 6. Et que ce mode solo, c'est pas des règles hyper compliquées par rapport aux règles de base, c'est pas un automa, c'est pas du battre son meilleur score, c'est battre un score qui va être défini en fonction des cartes que l'on laisse, comme tu l'as dit avant, à l'automa, qui va évoluer si on fait le mode campagne. Chaque partie, l'automa va être plus fort si on gagne ou moins fort si on perd. Et puis voilà, c'est l'ensemble de jeux. Vous savez que j'ai adoré ce jeu. J'adore y jouer à plusieurs, j'adore y jouer seul. Et je me suis dit, allez, on va le mettre en premier pour le féliciter. Donc, jeu de Alexis Allard et Benoît Turpin. Il faut quand même citer que c'est aussi l'auteur accidentel du jeu du doigt, Benoît Turpin, parce que ça, je vais pas pouvoir lui pardonner. Mais c'est aussi l'auteur du jeu familial Prehistories, que là, je recommande beaucoup plus, mais qui ne se joue pas en solo, si je dis pas de bêtises, ou peut-être dans l'extension qui va sortir. Mais voilà, Welcome to the Moon en 1 pour moi. Alors, Mathieu. Mon numéro 1, c'est aussi Tainted Grail, parce que j'ai adoré mon expérience, puis quand je l'avais sur la table, j'avais 2-3 jours où j'étais pas trop occupé, puis j'ai pu enchaîner des parties. C'est vrai que moi j'ai des frustrations de quand tu meurs, je me dis mais je vais quand même pas recommencer. Mais il y a un côté où je me suis dit la seule fois où j'ai vraiment reseté mon jeu, que j'ai recommencé à zéro, ça m'a quand même vachement aidé. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur de mourir une fois peut-être. Non, mais c'est vraiment se remettre dedans. C'est toi d'ailleurs qui m'avais dit faudrait que tu recommences. Et puis j'étais vraiment dedans. Après je l'ai rangé une fois, puis j'avais tellement d'autres choses à faire, puis je le regarde à chaque jour, puis j'ai pas envie de le vendre, parce que je me dis, si vraiment j'ai une semaine de vacances ou quelque chose, je vais peut-être me replonger dedans, mais à fond, l'univers, c'est un des rares jeux narratifs où j'étais vraiment concentré dans l'histoire, puis je voulais savoir ce qui arrive, puis moi je suis assez déficit de l'attention, j'ai de la peine à suivre, donc c'est vrai que j'aurais de la peine à faire celui-là en groupe, puis de devoir écouter quelqu'un me le raconter, je serais pas dedans. Mais donc, si vous aimez les jeux narratifs, donc je te rejoins à 100%, encore une fois, moi c'est pas ma cam, les jeux solo, donc c'est pas nécessairement ce que je préfère, mais pour un jeu solo, il est vraiment très bon. Alors que c'est pas un jeu solo, mais... pour moi si. Hein, oui, mais je veux dire, ça dit 1 à 4. Je pense que quand je vais rejouer à ce jeu, je vais jouer avec 2 personnages par contre. Tu vois, j'ai plus envie de faire ça en solo, mais avec 2 personnages. Même si quand même le fait de jouer avec un seul personnage, du coup t'es très embarqué dans l'histoire de ton perso, qui en plus est assez travaillé dans ce jeu. Donc, mais bon, je m'arrête. Ce qui sera intéressant, c'est de refaire ce top dans une année. Parce que quand je suis allé sur MyLudo, puis j'ai mis le filtre jeu solo, j'ai vu la liste de tous les jeux que j'avais en solo et ceux que je vais recevoir aussi. J'ai baqué et je me suis dit, mais il y en a qui doivent être incroyables. Enfin, j'espère aussi en solo. Donc, ce sera intéressant. Bon, ça fait un lien avec ce qu'on disait avant, avec les Kickstarter maintenant qui ont presque pas le choix. Donc, c'est sûr que la majorité en auront des modes solo, mais est-ce qu'ils seront bons à suivre? Oui, ils le seront. À suivre, David, I love you. Alors, juste avant de finir, on va vite faire nos jeux qui nous font de l'œil. Moi, je vous parle rapidement de My Island,
qui est la suite, si on veut, de My City. Donc, si vous avez suivi un peu, surtout l'épisode que j'avais fait avec Nadia, on avait adoré faire My City les deux ensemble. Donc, My Island, au moment où on tourne l'épisode, ils l'ont annoncé hier. Donc, on sait vraiment pas grand-chose là-dessus. Quand j'en saurai plus, je vous en parlerai, bien sûr. J'ai presque envie de faire mon prof et puis de pas vous laisser parler parce qu'en plus de ça, vous avez pas respecté le top 5, vous aviez des mentions honorables qui sortent de partout. Ce que vous entendrez jamais, c'est qu'on a dû le supplier pour faire ces jeux qui font de l'œil parce qu'il avait déjà fini l'épisode. Donc David, dis-nous vite ton jeu qui te fait de l'œil. Mon jeu qui fait de l'œil, c'est le mur d'Adrien. Oui. Ah oui, de David Turlis. Non, pas du tout. Pas du tout, de Bobby Hill. C'est un gros, voire très gros flip and write. Ouais. Avec des ressources, des meeples, etc. Selon pas mal de personnes qui ont joué, c'est le plus gros, enfin le jeu à cocher le plus gamer qu'il existe. Fortement recommandé en solo, parce que très peu d'interaction. C'est le jeu solo préféré de Raph d'Etugame, qui a fait une vidéo très sympa que j'ai voulu regarder pour réussir à vous l'expliquer. Mais... Tu comprenais pas l'accent? Non, c'est pas ça, mais en fait... C'était pas une vidéo où il explique les règles, et en fait il montre, il y a quand même 2 plateaux, hein, deux feuilles, très grandes feuilles. Donc il disait, bah là vous faites ça, puis là vous faites un peu ça, mais il faut essayer. Et puis bon, ça a l'air d'être vraiment un jeu énorme. Bah, maintenant dans mon nouveau travail, quand j'arrive et que je passe par le dépôt, c'est le premier que je vois à gauche. Donc chaque fois je me retourne comme ça, puis je lui dis bonjour. David. Et un jour je vais sans doute le prendre sous mon bras pour rejoindre mon bureau et y jouer toute la journée. Non, c'est pas vrai, je ne peux pas et je ne veux pas faire ça, mais voilà, il a l'air vraiment, vraiment incroyable, tout particulièrement solo. Donc le mur d'Adrien, que je recommande vivement. Benji va nous dire que un jeu qui lui fait de l'œil. Alors j'en ai 2. Mais je vais vous les dire très vite. Le premier dont je voulais vous parler, c'était l'extension de Great Western Trail, Rails to the North, qui est une extension qui a priori est assez indispensable pour que le jeu soit vraiment très bon, qui n'était pas dans la réédition, ce qui m'avait assez déçu. Et non, c'est pas vrai ce que je dis. En tout cas, qui est une très bonne extension et qui va donc être rééditée dans la deuxième édition. Donc je vais assez me faire plaisir en l'achetant parce que la réédition est vraiment d'excellente qualité. Et l'autre envie de la semaine, c'est vous qui m'en avez parlé cette semaine, c'est The Great Wall, qui va donc être, c'est le Eurogame de Awaken Realms, donc qui a été ma petite thématique de ce podcast, qui a été sorti l'année dernière, je crois, et que je n'avais pas backé à l'époque, et il a été livré, les retours sont excellents, j'étais triste, et il le relance sur GameFound, on n'a pas de date, mais dans les prochains mois, donc cette fois, j'en serai. Ouais, parce que d'ailleurs, tu nous as dit juste avant qu'on enregistre que tu n'avais pas encore backé de jeu depuis le début de cette année. Depuis le début de cette année, tout à fait. Tu remarqueras que les très bons jeux de sociofinancement reviennent assez régulièrement, soit finissent en boutique, soit relancent une campagne, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a du pognon aussi à se faire. On en reparlera dans le prochain épisode de Kickstarter. Donc merci beaucoup tout le monde, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Bah c'est toi qui fais ou c'est nous du coup? On joue, tu sais...